Hi there. I'm glad to welcome you to my channel, World of Stories. I have a lot of interesting life stories that I want to share with you. Enjoy listening. Le soleil était haut dans le ciel, et toute la maison était inondée de lumière. Bien que le modeste logis de Madame Clark ne puisse guère être qualifié de maison, il régnait toujours un ordre parfait ici. La maîtresse de maison veillait attentivement à ce qu'aucune poussière ni toile d'araignée n'apparaisse nulle part. Même les mouches craignaient la propreté et essayaient de quitter la maison le plus rapidement possible. Une telle étrange propension à créer un environnement presque stérile s'expliquait très simplement. Madame Clark avait peur pour sa petite fille. La fillette n'avait que 6 ans, et comme tout enfant, elle voulait toucher à tout de ses mains. Par conséquent, la grand-mère devait rappeler à l'enfant 10 fois par jour de se laver les mains plus souvent. La femme observait avec amour Jenny jouer avec son chat au lit. La fillette, imitant sa grand-mère, élevait son animal de compagnie. À qui ressembles-tu? Ne peux-tu pas prendre soin de tes cheveux? Tous les chats normaux s'enfuiront de toi dans la rue. Et tes pattes sont sales aussi, et tu les lèches même. Ton estomac fera mal, alors tu sauras de ne pas désobéir à tes aînés. Le chat ronronnait bruyamment de plaisir, écoutant les reproches de sa petite maîtresse. Jenny peignait le pelage noir et brillant de l'animal avec une brosse de massage. Elle avait pris cet outil parmi les fournitures de coiffeur de sa grand-mère. Lorsque la grand-mère objecta contre une telle prodigalité, elle déclara: « Grand-mère, as-tu oublié que nous sommes responsables de ceux que nous avons apprivoisés ?» Les yeux de Madame Clark sortirent de leurs orbites aux paroles de sa petite fille. « Jenny, où as-tu appris de tels mots ?» La petite démontra une fois de plus sa sagesse au-delà de ses années. « Mais tu donnes, grand-mère. As-tu oublié que je sais lire ? Je n'ai que quelques livres pour enfants, et ceux sur ton étagère sont vieux et sans images. » La tristesse du manque de littérature adaptée à son âge était si forte que Madame Clark ressentit instantanément un pincement de conscience quelque part sous son cœur. « Je t'achèterai certainement des livres. Je vais en ville et te chercher des contes de fées. Et je te rapporterai des friandises différentes. » La petite fille regarda sa grand-mère incrédule. « Eh bien, comment vas-tu apporter tout ça à vélo ? Tout le monde a des voitures, mais toi, tu as un vélo avec des roues tordues ? Je ne comprends même pas comment tu peux encore le conduire ? Même Ollie a l'air drôle. » À l'écoute de son nom, le chat ronronna bruyamment et frotta affectueusement son visage contre la main de sa petite propriétaire. Madame Clark n'aimait pas le comportement audacieux d'Ollie. Elle s'approcha du chat avec une sévérité affectée. « Tu as complètement perdu la tête, bête. Te mettre au visage de l'enfant comme ça. Va attraper des souris. Dégage d'ici. » Jenny pinça les lèvres d'indignation. « Pourquoi as-tu fait du mal à Ollie ? Elle ne t'a rien fait de mal. » « Je n'ai rien fait de mal à ton chat non plus, mais les animaux doivent connaître leur place. Je ne veux pas que tu attrapes des maladies à cause d'elle. Maintenant, va te laver les mains. » La tête baissée de déception, la fille se dirigea vers l'évier. Elle savonna soigneusement ses mains, puis les tint sous l'eau courante. Madame Clark marmonna de mécontentement à nouveau. « Tu as gaspillé toute l'eau pour rien. Maintenant, grand-mère doit porter le seau à nouveau. Sèche bien tes mains. » La fille attrapa rapidement une serviette douce et commença à essuyer consciencieusement ses mains. Madame Clark observa sa petite fille avec un sourire, mais soudain elle remarqua quelque chose qui la rendit mal à l'aise. « Jenny, viens ici et montre-moi tes mains. » La fille s'exécuta. « Grand-mère, je les ai bien lavées avec du savon, tu as vu. Je ne veux pas que Ollie ait des ennuis à cause de moi. Arrête de babiller et dis-moi quand cette petite tache est apparue. » Madame Clark tint les paumes minuscules de l'enfant dans ses mains. Une tache pigmentée à peine perceptible, de la taille d'une pièce de 10 cents, était apparue sur le poignet droit de la fille. La fillette frotta la tache avec son doigt, comme si elle espérait enlever la saleté. « Je ne sais pas, grand-mère. Je ne l'ai pas remarqué, mais ne t'inquiète pas. Ça ne fait pas mal du tout. Ce n'est pas la teigne, n'est-ce pas? Tu me guériras si je tombe malade, hein, grand-mère ?» Madame Clark joua avec les mains de la fille pendant 1 minute supplémentaire, puis soudain la serra fort dans ses bras et éclata en sanglots. « Pourquoi avons-nous été punis de la sorte, ma douce enfant ?
que cela sera difficile pour toi. Les larmes de grand-mère effrayèrent Jenny. Elle aussi était au bord de la crise de nerfs. Je ne jouerai plus avec Ollie, mais s'il te plaît, ne pleure pas. Ma main ne fait pas mal, je te le promets. Madame Clark essaya de se calmer, réalisant que ces larmes inexplicables avaient beaucoup effrayé l'enfant. Elle étreignit la tête parfumée au soleil de la petite fille et répéta. Tout ira bien. Tout ira certainement bien pour toi. Il serait peut-être resté là on ne sait combien de temps si ce n'était pas pour le bruit d'un moteur au loin. Jenny se précipita à la fenêtre. Grand-mère, votre monsieur Brox est revenu. Les invités ne visitaient pas souvent leur hameau abandonné. Bien que ces derniers temps, presque chaque jour, quelqu'un venait de la ville voir Madame Clark et la suppliait. Vous êtes notre dernier espoir, ne nous refusez pas. Jenny ne comprenait pas ce que ces étrangers demandaient à sa grand-mère, et Madame Clark ne disait rien à la fillette. Elle emmenait toujours le visiteur dans l'autre moitié de la maison, à laquelle il était interdit à la petite fille d'entrer. Mais malgré les efforts de sa grand-mère, un jour, Jenny s'y glissa. À sa grande déception, elle ne trouva rien d'intéressant dans la petite pièce avec une fenêtre. C'était aussi propre que le reste de la maison, sauf que des bottes de plantes médicinales séchaient partout. Sa curiosité ne lui permit pas de garder secrète cette intrusion. « Grand-mère, pourquoi as-tu tant de couronnes ? » ?»« De quoi parles-tu, Jenny ? » ?»« Quelle couronne ? » ?»« Grand-mère, ne fais pas semblant d'être petite. Il y a des couronnes partout dans cette pièce où tu ne me laisses pas aller. Ça sent l'été là-dedans. J'aime même ça. » Madame Clark ne réprimanda pas sa petite fille pour son entrée non autorisée dans son garde-manger. En réponse à sa question, elle se contenta de dire. Celles-ci, ma chère, ne sont pas des couronnes, mais des herbes médicinales. Elles aident contre diverses maladies. La petite fille applaudit avec admiration. Alors, tu es médecin ? Pas exactement. Quand tu grandiras, je te raconterai tout et je t'enseignerai tout. Madame Clark ne savait pas comment expliquer à la fillette de 6 ans pourquoi les gens venaient la voir pour de l'aide. Inopinément, Monsieur Brox l'aida dans cette tâche. L'ancien propriétaire terrien rendait souvent visite à Madame Clark. Il venait dans sa vieille voiture et leur apportait des provisions. Pendant ce temps, l'homme disait joyeusement. « J'ai apporté des provisions pour vous, les reclus. » Grand-mère remercia Monsieur Brox pour la livraison et lui donna de l'argent. Elle coupa court à toute tentative de l'homme de parler franchement. Pas besoin de remuer le passé. Laissons les choses comme elles sont. Mais Monsieur Brox ne renonça pas. Madame Clark, si tu ne te soucies pas de toi-même, pense au moins à ta petite fille. La fille ira bientôt à l'école, et tu la caches dans cet établissement abandonné. Quel est l'intérêt de ces sacrifices ? Tu ne peux pas en vouloir aux gens pour le reste de ta vie. Bien sûr, Jenny ne comprenait pas ce que Monsieur Brox reprochait à sa grand-mère. Pour elle, qui n'avait connu que cette maison tordue entourée de tous côtés par la forêt, la vie était limitée. C'était agréable ici en été, mais très effrayant en hiver. Les seuls divertissements de la fille étaient les poupées Britney et Wendy, et un ours en peluche nommé Chad avec une oreille détachée. Quand Jenny s'ennuyait avec ses vieux jouets, elle jouait avec Ollie ou lisait des livres. Par conséquent, l'apparition de Monsieur Brox était toujours une petite fête pour la fillette. Elle était la première à courir vers le visiteur. « Monsieur Brox, c'est tellement bien que tu sois venu », s'écria-t-elle. L'homme souleva la fillette. « Comme tu as grandi. »« Oui, je suis déjà une grande fille. Je lis même des livres toute seule. »« Vraiment ? Et que vont-ils t'apprendre à l'école si tu sais déjà tout ? Tu dois t'ennuyer ici. »« Pas du tout. Mais je veux voir l'école. Ça doit être très intéressant là-bas. » Sentant que la conversation prenait une tournure dangereuse, Madame Clark intervint. « Monsieur Brox, êtes-vous ici pour affaires ou simplement en visite ? » L'homme fut pris au dépourvu. « Désolé, Madame Clark. »« Bien sûr, pour affaires. En fait, je suis venu pour quelques herbes de plus. Celles que vous m'avez données la dernière fois sont épuisées. Ma Charlotte allait bien lorsqu'elle buvait le thé, mais hier, elle s'est de nouveau sentie mal. L'avez-vous emmenée chez les médecins ? Monsieur Brox haussa les épaules impuissamment.
Ça ne sert à rien. J'ai emmené Charlotte en ville. Tous les médecins là-bas sont comme de jeunes oiseaux. Un médecin l'a examinée, l'a retournée et a dit : « Que attendez-vous ? » Elle a 75 ans. Madame Clark fut surprise. Il a vraiment dit ça ? Pourquoi mentirais-je ? J'ai pris ma Charlotte et nous sommes rentrés à la maison, tout en étant contrariés. Si on croit ce médecin, à 80 ans, autant aller au cimetière d'avance et attendre la vieille dame à la faux. D'accord, M. Brox, calmez-vous. Attendez ici pendant 5 minutes. Je vais vous préparer un mélange d'herbes. Madame Clark entra dans la pièce éloignée, et Monsieur Brox essuya la sueur de son front et s'assit sur le banc. Jenny s'assit à côté de lui. La fille regarda étrangement le visiteur, puis dit d'une voix inhabituelle : « Tu devrais te préoccuper de toi-même, pas de ta femme. Ton cœur est au maximum de ses capacités. » Cette voix adulte contrastait tellement avec l'apparence d'une fillette de 6 ans que l'homme sursauta comme s'il avait été ébouillanté. « Que as-tu dit ? » demanda-t-il. La fillette s'approcha de lui et posa sa main sur sa poitrine, mais maintenant elle parlait avec la naïveté typique de son âge. « Ça fait mal ici. » « Je le vois. »« Comment peux-tu le voir ? » ?»« Quelle absurdité !» Jenny haussa les épaules maigres. « Comme tu veux, mais je t'ai prévenu. » À ce moment-là, Madame Clark apparut avec un sac en papier. « Voilà, Monsieur Brox. J'ai ajouté une autre herbe pour faciliter la respiration de Charlotte. Vous le préparerez de la même manière. » Monsieur Brox attrapa le sac et se précipita vers la sortie. À la porte, il se retourna. « Merci, Madame Clark, et votre petite fille ?» La femme devint méfiante. « Que voulez-vous dire ? » ?»« Oh, rien. J'ai dû me tromper. » Bientôt, le moteur démarra, et la voiture claqua sur le chemin de terre. Madame Clark demanda avec surprise : « Jenny, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi as-tu effrayé Monsieur Brox ? » La fillette sourit mystérieusement et regarda sa grand-mère, mais un frisson parcourut l'échine de Madame Clark à ce regard. « Grand-mère, je ne l'ai pas effrayée, je lui ai juste montré où sont toutes ses rougeurs. Monsieur Brox a très chaud ici. » La fille posa sa petite main sur son cœur. La sorcière ressentit l'alarme et l'horreur envahir sa conscience, et ce sentiment ne la quitta pas jusqu'au soir. Madame Clark ne pouvait détacher son regard du visage endormi de Jenny pendant longtemps. Peut-être que la fillette faisait de beaux rêves car un sourire béat était figé sur son visage. La grand-mère couvrit les mains de la fillette d'une couverture. Dans l'obscurité, la marque étrange sur son poignet était presque indiscernable. La femme remonta le poignet de son pull. Sur sa main droite, il y avait une marque identique, mais de taille plus grande. Madame Clark soupira lourdement. L'enfance de la sorcière s'était passée dans des endroits complètement différents. Ensuite, la guerre éclata. Son grand-père partit au front dès les premiers jours, et la grand-mère évacua avec ses 2 enfants vers l'usine où elle travaillait. À l'époque, Madame Clark n'avait que 14 ans, mais elle se tenait également au métier à tisser. En ces temps difficiles, les adolescents travaillaient aux côtés des adultes, sans week-end ni pause déjeuner. Par conséquent, le plus jeune enfant de la famille fut laissé sans surveillance par les adultes. Comme la situation était critique et que le petit de 3 ans aurait pu périr, l'arrière-grand-mère de Madame Clark vint à la rescousse. La femme habitait près de l'endroit où tout le matériel et les travailleurs étaient emmenés. Elle prit son petit-fils dans son village, disant à sa fille : « Ne t'inquiète pas, Madame Pérez, tout ira bien avec ton Arnold. Au moins, ma maison est chaude, et la chèvre donne du lait régulièrement. Et ici dans la baraque, le froid vient de partout. » L'enfant y mourra. Arnold vécut sous les soins de Madame Griffin dans le village jusqu'à la fin de la guerre. La famille ne fut réunie qu'1 an après la victoire. Il était inutile de retourner dans leur village natal car il était devenu une terre brûlée. Par conséquent, les migrants acceptèrent volontiers l'offre de la parente âgée de rester chez elle. Madame Griffin devint célèbre dans tout le district pour son don de guérison. Les proches des malades venaient la voir pendant la journée et parfois la nuit. Bien sûr, la vieille femme pratiquait la sorcellerie sans licence. À cette époque, cela aurait pu conduire à l'emprisonnement,
mais les autorités locales ne touchaient pas à Madame Griffin car elle-même était traitée par elle. Madame Clark se souvient bien comment un haut fonctionnaire pleura même lorsque son petit-fils fut sauvé de la mort par la grand-mère. Il tomba à genoux devant Madame Griffin. « Je ne sais pas comment te remercier. Tous les médecins ont dit que la diphtérie était incurable. Et toi, tu as remis mon enfant sur pied en 3 jours. » Madame Griffin n'aimait pas quand les gens la louaient. Elle répondit sèchement à l'officiel. « Ne me remercie pas, remercie Dieu. Il peut donner la vie, et je ne suis que sa fidèle servante. » À cette époque, l'attitude envers l'Église n'était, pour le dire doucement, pas très amicale, mais le père de l'enfant sauvé n'hésita pas à abandonner son poste et devint un défenseur de la restauration d'une petite église dans le village. C'est ainsi qu'il remercia la sorcière d'avoir guéri son fils. La petite Madame Clark suivait sa trisaïeule partout, et celle-ci lui parlait du pouvoir des différentes herbes. La mère de la fille n'approuvait pas la participation de sa fille à la pratique de la sorcellerie, mais elle n'y objectait pas non plus. Cependant, Madame Pérez y était catégoriquement opposée. Après tout, elle avait gravi les échelons pour devenir chef de département et était indifférente à de telles choses. Un jour, Madame Clark entendit sa mère réprimander Madame Griffin. « Maman, tu ne comprends pas l'influence néfaste que tu exerces sur la fille ? À une époque où notre médecine fait des miracles, tu utilises des méthodes de guérison douteuses. Non seulement je pourrais perdre mon emploi, mais tu enseignes aussi à l'enfant de mauvaises choses. » Grand-mère resta silencieuse pendant longtemps, mais après avoir entendu ces accusations, elle dit calmement : « Tu es en colère contre moi sans raison, Madame Pérez. Le jour viendra où tu regretteras les paroles que tu as dites aujourd'hui. Et je transmettrai mon don à Madame Clark avant de partir. » Ni toi ni Florence n'avaient cette capacité, mais ma arrière-petite-fille l'a. Madame Pérez resta sans voix de surprise. « De quoi parles-tu, maman ? » Alors Madame Griffin révéla le secret. « Regarde ici, dit-elle en tendant sa main droite. Vois-tu cette marque ? Ma grand-mère et ma mère avaient la même. Elle guérissait aussi les gens, et ce don m'a été transmis en héritage. » L'indignation de Madame Pérez éclata en un flot de paroles en colère. Époque médiévale, ignorance. Je ne m'attendais pas à ce que toi, maman, crois à toutes ces absurdités. Non, je ne peux pas laisser ça. Nous partirons d'ici demain. Madame Clark se souvient bien comment sa grand-mère a ri. Tu ne partiras pas demain, Madame Pérez. En fait, tu ne partiras pas d'ici du tout. Il y avait tellement de confiance dans la voix de Madame Griffin que ses paroles étaient un peu effrayantes. Mais ces paroles se révélèrent prophétiques. Le lendemain, grand-mère tomba malade, et Madame Pérez et la mère de Madame Clark restèrent à son chevet. Madame Griffin se retourna dans le délire pendant 3 jours, et le 4e jour, elle reprit conscience. « Appelle Madame Clark. Je veux dire au revoir à ma arrière-petite-fille. » Lorsque la fille fut à ses côtés, la sorcière lui serra la main et chuchota : « Souviens-toi, tu as une mission lourde à porter, et tu dois la mener à bien. Et ne prends jamais d'argent des gens. La bonté doit venir du cœur, elle n'est pas à vendre. Même si tu prends un rouble, tu perdras immédiatement ton don. Penche-toi, je vais te donner un baiser. » La fille sentit les lèvres chaudes de sa trisaïeule sur son front. « Aide les gens, ma fille, et il est temps pour moi de partir. » Une terrible tempête éclata vers le matin. Le ciel sombre était constamment déchiré par les éclairs, et le vent déracina des arbres centenaires. Les grands-mères du village se signèrent. Madame Griffin a du mal à partir, la terre ne veut pas la laisser partir. L'ouragan s'arrêta aussi soudainement qu'il avait commencé. À ce moment-là, Madame Clark sentit son poignet brûler de feu. La fille poussa un cri de douleur. Madame Pérez se précipita vers sa petite-fille et ne put contenir son cri non plus. Une tache cramoisie, comme une brûlure, ornait le poignet de la fille. Madame Griffin avait 103 ans quand elle est morte, mais les prédictions de la sorcière se réalisaient avec une précision incroyable. La famille ne parvenait toujours pas à partir pour leur pays d'origine. Soit les circonstances s'y opposaient, soit la maladie frappait quelqu'un. D'abord, le grand-père mourut de vieilles blessures. Madame Pérez ne survécut à son mari que d'1 an et demi. La mère de Madame Clark, Florence, était sérieusement préoccupée par sa famille.
Si nous ne partons pas d'ici, Madame Griffin nous traînera tous avec elle. Mais le déménagement était reporté encore et encore pour diverses raisons. Quand tout le monde était déjà assis sur ses valises, une autre tragédie se produisit. Monsieur Jones, le père de Jenny, mourut tragiquement au travail. Il n'avait pas remarqué la brèche dans la ligne électrique et avait touché les fils en travaillant dans le champ. Cette mort fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. La mère de Madame Clark était en état de choc. Que avons-nous fait pour mériter ça? Est-ce à cause de cette maudite grand-mère? Maman, tu ne peux pas parler comme ça. Dans un moment de désespoir, la fille sentit la présence de sa défunte grand-mère. On aurait dit qu'elle lui chuchotait à l'oreille, que ta mère se taise, sinon ce sera pire. Madame Clark répéta ces paroles. Florence regarda sa fille avec horreur. Répète ce que tu viens de dire. La fille obéit, mais les yeux de sa mère se figèrent de terreur. C'est la voix de grand-mère. Tu parles avec la voix de Madame Griffin. Son père fut enterré dans le même cimetière du village que le reste de leurs proches. Après la modeste cérémonie, Madame Clark alla visiter la tombe de la sorcière. Elle s'agenouilla et pleura. Arrière-grand-mère, tu as emmené presque tout le monde avec toi. S'il te plaît, plus de ça. Ne prends pas ma mère. J'ai peur de rester seule. La fille eut l'impression que quelqu'un soupirait lourdement derrière elle. Madame Griffin lui apparut en rêve cette nuit-là. Le rêve était tellement réaliste que Madame Clark pouvait sentir les herbes que la sorcière broyait dans sa poterie. Elle pouvait entendre les oiseaux chanter et sentir le vent toucher sa main. Madame Griffin souriait et lui racontait quelque chose avec enthousiasme. La fille ne se souvenait que d'une phrase, « C'est ta vocation. Tu n'as pas le droit de la refuser. » À l'âge de 15 ans, la fille ne pouvait pas encore évaluer beaucoup de choses comme un adulte. Bientôt, ils déménagèrent dans un village nouvellement reconstruit et le rêve fut oublié. Ce n'est que 10 ans plus tard que la vie rappela à Madame Clark sa destinée particulière. Elle passa presque toute la nuit dans la contemplation. De nouveaux détails du passé émergèrent de sa mémoire, et maintenant Madame Clark regardait de nombreux événements d'un tout autre œil. Elle revécut la douleur insupportable de la perte de sa fille et de son gendre. Les parents de Jenny passaient toujours leurs vacances d'été au village. Cet été fatidique, ils étaient venus aider Madame Clark avec quelque chose. Les vacances étaient purement conditionnelles, et la femme continuait à livrer le courrier dans les villages voisins, y compris les villages abandonnés. Ces dernières années, une vie solitaire était devenue très populaire parmi les gens riches. Ils achetaient activement des terres loin des établissements et essayaient de vivre en harmonie avec la nature. Certains réussissaient, tandis que d'autres, ayant eu assez d'air frais et de solitude, retournaient à la ville. Cette vie tentait le PDG de l'entreprise où travaillait le père de Jenny, donc même pendant les vacances, Madame Clark devait voyager constamment entre la ville et le village. Les voyages fréquents de son mari éveillèrent les soupçons de Heather, qui était toujours en congé de maternité. Un soir, le patron appela Austin tard dans la nuit. « Aide-moi, frère. Je ne peux faire confiance à personne d'autre pour cette affaire. Je promets que je ne l'oublierai pas. Tu sais, nous avons récemment examiné ta candidature pour le poste de chef de département lors de la réunion du conseil d'administration. » Austin rêvait depuis longtemps de prendre la barre, alors il accepta. Mais Heather ne voulait pas laisser partir son mari seul. « J'en ai assez de ces voyages de nuit. Tu dois avoir quelqu'un d'autre. » Madame Clark n'intervenait jamais dans les affaires familiales de sa fille, alors elle resta silencieuse cette fois-ci, prévenant seulement les jeunes parents, « Laissez Jenny tranquille, pas besoin de traîner l'enfant la nuit. Ce n'est pas un jouet. » Les conjoints ont réglé émotionnellement leur relation en montant dans la voiture. En guise d'adieu, Heather a essayé de calmer sa mère. « Ne t'inquiète pas, maman. Tout ira bien. C'est juste qu'Austin et moi avons un amour unique. Nous passerons la nuit en ville et serons de retour vers midi. » Alors que le SUV commençait à bouger, Madame Clark courut inopinément après la voiture. Elle leur cria « Revenez. Ne partez pas aujourd'hui. » Mais son cri désespéré se perdit dans l'obscurité de la nuit de juillet. Madame Clark essaya de se convaincre qu'Austin était un conducteur expérimenté et que ce n'était qu'une route de 40 km jusqu'à la ville.
Il serait de retour le matin, donc pas besoin de s'inquiéter. Peut-être que cette méthode de psychothérapie l'aida, ou peut-être que l'épuisement fit son effet, mais la femme passa une nuit paisible. Le lendemain matin, comme d'habitude, elle enfourcha son vélo et partit livrer le courrier. Mais avant de pouvoir parcourir les 3 rues de son village, le vent se leva, et puis le ciel s'ouvrit avec une averse. Madame Clark n'avait d'autre choix que de rentrer chez elle, il était impossible de faire du vélo par un tel temps. Jenny resta sous la garde d'une voisine, à qui la femme se dirigea. Mais dès qu'elle retira son imperméable, son téléphone portable émit un bip. C'était Heather qui appelait. « Maman! Appelle une ambulance, vite! » Austin a perdu le contrôle, et la voiture s'est renversée. Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui, et je n'arrive pas à passer, et ma batterie est sur le point de mourir. Madame Clark essaya frénétiquement de composer le numéro de l'ambulance mais n'entendit que d'interminables bips courts. Elle appela alors le médecin-chef de l'hôpital central, mais la secrétaire lui dit qu'il était en réunion. Elle essaya de nouveau le numéro des services d'urgence. Enfin, la répartitrice répondit avec lassitude « Allez-y ». La voix de la femme tremblait d'excitation, ce qui agaça la répartitrice. « Pouvez-vous m'expliquer clairement ce qui s'est passé? Quel accident? Quelle route? Comment savoir si c'est une plaisanterie? » Madame Clark supplia l'opératrice indifférente d'envoyer rapidement une voiture sur les lieux de l'accident, mais elle fut renvoyée avec une réponse brusque. « Nous n'avons qu'une seule ambulance, et elle est actuellement en intervention. Attendez, et nous vous rappellerons. » Madame Clark crut entendre la répartitrice raccrocher le téléphone. Elle ne pouvait pas rester simplement à la maison et attendre. Attrapant son vélo, la femme se précipita pour aider sa fille et son gendre. Elle ne remarqua même pas quand la pluie s'arrêta. Un accident eut lieu à 5 kilomètres du village. De loin, la femme remarqua la voiture retournée de son gendre, et dans son cœur, elle espérait toujours que les secouristes étaient déjà arrivés sur les lieux. Le virage de la route cachait la vue, donc elle ne pouvait pas voir la situation sur l'autoroute, mais les dernières étincelles disparurent lorsqu'elle fut à côté de la voiture endommagée par l'impact. Son gendre avait été éjecté de la voiture, et Heather était dans la cabine de la voiture. Lorsque sa mère apparut, elle essaya de bouger, mais cria immédiatement de douleur. « Maman! Comme c'est bien que tu sois arrivée. » Madame Clark essaya de libérer sa fille de l'étreinte de fer, mais elle ne put rien faire. « Fille, endure. Les médecins arriveront bientôt, je les ai appelés. Ils l'ont promis. » « Maman, où est Austin? Que lui est-il arrivé? » La femme se précipita vers le corps meurtri de son gendre. Il ne montrait aucun signe de vie, mais de l'artère pulsante à son cou, on pouvait comprendre que le jeune homme était en vie. Madame Clark, les mains trempées de larmes et de pluie, composa encore et encore le numéro d'urgence. La même voix indifférente répondit avec irritation. « Femme, pourquoi fais-tu une crise ici et m'insultes même? Je vais me plaindre de toi. Les secours sont partis chez toi. Attends. » Seulement 15 minutes après le dernier appel, les secours arrivèrent sur les lieux de l'accident. Waouh, on ne peut pas gérer ça sans les secouristes. La fille est coincée solidement. Le temps s'arrêta pour Madame Clark. Avec les parents d'Austin, elle passa presque 3 jours sous les portes de l'unité de soins intensifs. Austin fut le premier à mourir, et 3 heures plus tard, Heather décéda. Le médecin dont la mission désagréable était de les informer dit avec lassitude. Ils avaient tous deux des hémorragies internes massives dues à des ruptures d'organes. Si de l'aide avait été fournie à temps, les jeunes auraient pu vivre jusqu'à 100 ans. Je suis désolée, mais nous avons tout fait et même plus. Acceptez mes condoléances. Après cette tragédie, Madame Clark ne put pas se remettre pendant longtemps, mais elle avait une petite fille de 3 ans à sa charge, et elle était obligée de prendre soin d'elle. La femme voulait que les responsables de la mort de sa fille et de son gendre soient punis, mais de longues procédures judiciaires n'ont donné aucun résultat. Au contraire, le directeur de l'hôpital essaya même de la faire pression. « Madame Clark, n'avez-vous pas assez erré dans les tribunaux? Vous n'avez rien de mieux à faire? Vous ne pouvez pas ramener vos proches, alors ne ruinez pas la vie des autres. Personne n'est à l'abri des accidents, et vous devriez le comprendre vous-même. »
Mais si vos employés étaient arrivés à temps, nous aurions pu les sauver. Le directeur médical agita la main avec irritation, comme s'il essayait de se débarrasser de la saleté de sa blouse blanche immaculée. Oh, allez, ne vous attardez pas sur ce fait. Nous n'avons qu'une seule voiture pour toute la ville. Vous comprenez ça? Ne me criez pas dessus, et ne mentionnez même pas Dieu. Personne dans le village ne remarqua quand Madame Clark disparut avec sa petite fille. Ce n'est qu'à l'automne que des cueilleurs de champignons virent une femme dans une maison abandonnée près de la forêt. Il y avait autrefois 10 familles vivant dans le hameau, mais elles se dispersèrent toutes ou moururent. Monsieur Foster, le mari de Madame Clark, passa ses derniers jours ici. Malgré la somnolence, Madame Clark ne s'était pas encore assoupie quand un doux coup frappa à la fenêtre. L'aube apparaissait déjà à l'est, et dans son reflet rose, la propriétaire vit le visage d'une jeune femme. Elle reconnut immédiatement Ella, la fille de cette même voisine qui s'occupait parfois de Jenny. « Qu'est-il arrivé à ta mère, ou quelle autre malchance t'a amené à moi à cette heure indue ?» demanda Madame Clark tandis qu'elle pleurait, avalant ses larmes. « Tante Madame Clark, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, baissez votre voix, ou vous allez réveiller Jenny. Que t'est-il arrivé, Ella? Si je peux t'aider, je le ferai. Je ne sais même pas par où commencer. Commence par l'essentiel. Pourquoi es-tu venue me voir? » Inopinément, le visage d'Ella se tordit de colère. Elle se mit à parler précipitamment et fort. « Je veux que cette garce meure. Jasper et moi allions déjà déposer les papiers de mariage, et puis elle est apparue, cette sorcière, elle l'a ensorcelée, l'a aveuglée. Je veux me venger d'elle et de lui aussi. » Les yeux d'Ella brûlaient d'une lueur anormale. Elle saisit la main de la sorcière. « Lance une malédiction de mort. Ou donne-moi une potion pour que tous les deux aillent dans l'au-delà. » Madame Clark recula d'horreur, puis pointa fermement vers la porte. « Va-t'en. Je ne m'occupe pas de ce genre de choses, donc je ne pourrai pas t'aider. Va-t'en, Ella. » La visite repoussa avec colère la chaise offerte par la propriétaire. « Tu regretteras de me refuser si catégoriquement. Je te promets beaucoup d'ennuis dans un futur très proche. » La visite disparut dans le brouillard matinal, et Madame Clark tenta de résoudre l'énigme de cette visite matinale. Pourquoi était-elle venue? Tout le monde sait que je ne m'occupe pas de telles choses. Elle ne donna aucune importance à la mauvaise promesse d'Ella. Après tout, qui sait ce qu'une personne peut dire dans un tel état? Et Madame Clark n'avait pas l'habitude de s'offusquer pour des bagatelles. Le lendemain, la vieille dame oublia la visite de l'invité non désiré. L'été touchait à sa fin, donc la rare chaleur était remplacée par un temps nuageux. Par un jour pluvieux de fin août, une ancienne voisine du village vint chez Madame Clark. « Excusez-moi, Madame Clark, de vous déranger. Mais les médecins ne peuvent pas aider ma petite fille. Hugh a 10 ans, et depuis 1 an, il a une étrange éruption cutanée sur les mains et les pieds. Ses parents ont traité le garçon dans diverses cliniques et ont dépensé beaucoup d'argent. Mais il n'y a eu aucun résultat. Alors, j'ai pensé, peut-être que vous pourriez aider? » Malgré son âge avancé, Madame Scott était toujours forte et allait même dans les bois chercher des champignons. Elle s'assit et attendit une réponse. Il y avait de l'espoir dans les yeux de la vieille femme. Madame Clark reconnut ce regard. Différentes personnes venaient à elle, mais elle la regardait toujours de la même manière. « Bien sûr, j'aiderai dans la mesure de mes moyens. Mais pourquoi es-tu venue seule? Tu aurais dû amener ton petit-fils avec toi. J'aurais immédiatement déterminé comment traiter le garçon. » La vieille femme hésita. « Oui, je n'ai pas osé l'amener tout de suite. Je voulais venir d'abord pour savoir. Merci de ne pas avoir refusé. » Madame Scott resta indécise, faisant tournoyer les extrémités de son écharpe avec ses doigts usés, qui couvraient sa tête grise. Madame Clark comprit que la visite n'avait pas tout dit. « Tu voulais probablement me demander autre chose? » La grand-mère croisa ses mains sur sa poitrine. « C'est gênant de poser de telles questions, mais je dois savoir. Combien tu prends pour une séance? » « Je ne prends pas d'argent. »« Mais comment puis-je te payer? » « Tu ne peux pas simplement utiliser tes services et partir. » Madame Clark sourit. « Eh bien, grand-mère,
prie pour moi à l'église ou allume une bougie pour ma santé. Je vois. Je comprends tout maintenant. En 1 minute, Madame Scott filait déjà sur la route de campagne, tandis que Madame Clark la regardait, constamment émerveillée. Une personne presque âgée de 90 ans, et pourtant si pleine d'énergie. C'était une génération indomptable. Les femmes retournèrent à leurs tâches ménagères, avec la petite fille qui tournait autour, essayant d'aider sa grand-mère. La compagnie était complétée par le chat au lit. Madame Clark se sentait toujours 10 ans plus jeune quand elle était avec sa petite fille. La petite fille gazouillait comme un oiseau sur un arbre, et sa voix la mettait de si bonne humeur. Et maintenant, la petite lui racontait avec enthousiasme l'histoire du sauvetage d'un oiseau. Tu sais, grand-mère, je ne m'attendais pas à ce qu'Ollie soit capable d'une telle chose. Le petit oiseau est probablement tombé du nid, ou peut-être que ses parents ont trop d'enfants et c'est étroit. L'oiseau essayait de voler, et Ollie l'a simplement attrapé. C'était terrible. Je lui ai crié de lâcher l'oiseau. Et tu sais quoi? Ollie m'a écouté. Et où est le poussin? Je l'ai soigné, caressé ses ailes et ses pattes, et il s'est envolé. Madame Clark décida que cette bonne action méritait des éloges. Elle serra la petite fille dans ses bras et l'embrassa sur le front. Tu es si intelligente. Grand-mère, quand je serai grande, est-ce que tu m'apprendras à soigner les gens? Bien sûr, ma chère. Un bruit familier venait de la rue. Seule la voiture de Monsieur Brox pouvait faire de tels bruits. Jenny se précipita à la rencontre de son invité bien-aimé. Monsieur Brox est là, mais le vieil homme n'est pas descendu de la voiture. Au lieu de cela, une femme en tailleur strict et un policier peinaient à sortir de la vieille voiture. L'invité non désiré entra dans la maison sans demander, et le policier la suivit. Hôtesse. Madame Clark émergea de la cuisine. Pourquoi crier comme ça? Tout le monde ici a une bonne ouïe. La femme et son compagnon échangèrent des regards. C'est très bien. Je suis du service de protection de l'enfance. Madame Clark interrompit l'invité. Et pourquoi avez-vous besoin de la police? Je ne cache aucun criminel ici. Apparemment, la confiance de l'invité non désiré toucha une corde sensible chez l'hôtesse. C'est pourquoi nous sommes venus pour savoir ce que vous faites ici, Madame Clark. Rien de spécial, juste vivre ici avec ma petite fille. Et aussi, il y a Ollie le chat. La dame, sans demander la permission à l'hôtesse, fit le tour de toute la maison. Quand elle entra dans la pièce où la grand-mère préparait des remèdes à base de plantes, elle cria d'horreur. Il n'y a pas d'air à respirer ici. C'est tout insalubre. Comment un enfant peut-il vivre dans de telles conditions? Madame Clark fronça tristement les sourcils. Que faites-vous ici? La dame était trop indignée pour trouver les mots. Un autre policier vint à sa rescousse. Nous avons reçu un signalement selon lequel vous maltraiteriez votre petite fille. Que la fille ne reçoive pas une alimentation appropriée, en bref, vive dans des conditions inappropriées. Nous avons dû répondre au signalement. La dame reprit un peu de contenance et hocha vigoureusement la tête. Oui, oui. Vous faites quelque chose d'obscur ici dans le village. L'enfant voit tout. Et, dites-moi, Madame Clark, où ira votre petite fille à l'école? Avez-vous acheté tout ce dont elle a besoin pour l'école? Cette question prit Madame Clark au dépourvu. Elle écarta ses mains impuissamment. Pas encore, mais il y a encore du temps. Nous irons en ville demain et achèterons tout ce dont nous avons besoin. Demain, c'est trop tard, la décision est déjà prise. Voici l'ordonnance, vous pouvez la lire. Madame Clark lut le texte sec et ne comprit pas. Comment est-ce possible? Pourquoi? Tout est légalement enregistré chez moi. Après la mort de ses parents, je suis la seule parente de Jenny. L'enfant sera mieux dans un orphelinat, où toutes les conditions sont réunies pour un développement complet de l'enfant. Ne faisons pas de scène ici, Madame Clark, il vaut mieux que vous prépariez les affaires de l'enfant, bien que ce ne soit pas nécessaire. Jenny regarda les policiers avec des yeux grands ouverts. Elle ne comprenait rien. Elle ne savait pas ce qu'était un orphelinat. Ce n'est que lorsque la dame dit à sa grand-mère de faire ses bagages que la petite fille cria. « Je ne vais nulle part avec vous. Et si vous faites du mal à ma grand-mère,
Je vous maudirai. La dame fut secouée. Vous voyez, c'est ce que l'irresponsabilité dans le choix d'un tuteur entraîne. Nous aurions dû emmener l'enfant immédiatement. Malgré la résistance de la fille, la dame lui attrapa la main brutalement et la traîna jusqu'à la voiture. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jenny remarqua que le jeune homme inconnu était au volant du véhicule à la place de M. Brox. Il essayait de ne pas regarder cette scène désagréable et partit rapidement. Madame Clark courut après la vieille voiture pendant longtemps. Jenny luttait avec l'officier, donnant des coups de pied et criant. « Laissez-moi partir. Je ne veux pas partir avec vous. Je dois aller chez ma grand-mère. Si tu continues à crier, petite bandit, je te donnerai un coup de feu. » Cette menace fit impression sur la fille. Elle avait déjà été vaccinée 2 fois, et elle n'aimait pas du tout la procédure. Elle regarda la silhouette de sa grand-mère bien-aimée disparaître pendant longtemps. Avec le départ de Jenny, la chaleur ensoleillée et le bonheur simple quittèrent également la maison de Madame Clark. Pendant plusieurs jours, la femme ne sortit pas du lit, et seul au lit lui rappelait qu'il y avait encore un être vivant pour lequel la propriétaire devait prendre soin. Maintenant, elle passait toutes ses journées en compagnie de son chat. Elle lui parlait de son chagrin, et Ollie ronronnait d'un air lugubre. Les jours passaient lentement, drainant progressivement sa force vitale. Mais les visiteurs venaient toujours chercher de l'aide, et cela faisait aussi continuer à vivre la femme. L'automne passa, et l'hiver avec ses tempêtes de neige s'envola. Toutes les routes menant à la maison de la sorcière étaient recouvertes de neige, de sorte que même le vieil ami M. Brox cessa de faire plaisir à Madame Clark avec ses visites. Vers le printemps, elle ne pouvait plus se déplacer dans la maison sans soutien. Elle se fabriqua une canne à partir d'une branche pour faciliter ses déplacements. Au début, Madame Clark croyait qu'elle serait capable de récupérer sa petite fille. Peut-être que le printemps imminent lui donnait de la force et instillait l'espoir d'un avenir meilleur. Mais les jours et les semaines passèrent, et la santé de la vieille femme se détériora devant ses yeux. Le dernier rayon d'espoir s'éteignit quand elle apprit que le bon monsieur Brox était décédé après plusieurs mois de maladie. Elle partagea ses sentiments à ce sujet avec son chat comme d'habitude. « Ah, Ollie. C'est ainsi que cela se termine toujours. Une personne vit, prend soin des autres, et ne pense pas à elle-même. C'est ainsi que c'était avec monsieur Brox. Il ne pensait qu'à Charlotte, mais a fait un geste de la main pour lui-même. Comment va-t-elle survivre sans lui? Et moi, Ollie, j'avais espéré que monsieur Brox m'emmènerait chez Jenny. Je ne peux même pas aller au village seul. » Les problèmes de santé commencèrent à affecter ses activités de sorcellerie. Les 2 premières années après que sa petite fille ait été emmenée à l'orphelinat, elle collectait encore des herbes dans les environs, mais ensuite elle sortait à peine de chez elle. Lily, la factrice qui la remplaçait dans son travail, lui livrait des provisions 1 fois par mois. L'été fut remplacé par l'automne, puis l'hiver revint. La vieille sorcière n'attendait plus de visiteurs quand une voiture luxueuse s'arrêta devant sa maison un jour d'avril. Madame Clark était ravie. « Ollie, qui aurait pu nous amener cela? Peut-être que Jenny est venue nous rendre visite? » Le chat se frotta contre les jambes de sa propriétaire et se dirigea vers la porte pour accueillir les invités. Une femme âgée avec une fille d'environ 6 ou 7 ans entra dans la maison avec une démarche incertaine. La petite fille était pâle, et il y avait des cernes sous ses yeux. Elle s'accrocha fermement à la femme que Madame Clark crut reconnaître douloureusement. « Bonjour, Madame Clark. Ne me renverrez-vous pas? » La femme trembla comme si elle avait reçu une décharge électrique. Son cœur devint immédiatement lourd car elle reconnut la visiteuse. « Pourquoi es-tu venue ici, Tina? Pour toucher aux vieilles blessures? Tu as brisé ma vie 2 fois, et maintenant tu es de retour. Pourquoi se souvenir du passé quand tout est fini? Je ne suis pas venue ici pour vous faire du mal. Ma petite fille est malade, et personne ne peut l'aider. On m'a conseillé de venir vous voir. Et je comprends parfaitement ce qui se passe dans votre cœur en ce moment. Je suis prête à me jeter à vos pieds, à vous supplier de l'aide. Peut-être que mon péché a affecté l'enfant. Ne soyez pas cruel envers la fille, elle est innocente. » Madame Clark se figea au milieu de la pièce, telle une statue de pierre. Elle n'entendit pas l'imploration de Tina car sa mémoire la jetait impitoyablement dans le passé. « Tu as bouleversé ma vie 2 fois,
et maintenant tu es ici pour demander de l'aide? Je ne sais pas, Tina, si j'ai la force pour cela. La famille de Tina s'était installée dans le village 1 an après que Madame Clark, sa mère et son frère y soient arrivés. À l'époque, la jeunesse constituait la majorité dans le village, alors les filles sont devenues immédiatement amies. Elles étaient presque inséparables. Elles allaient travailler ensemble et même aux danses. Les filles avaient même les mêmes rêves. Elles voulaient toutes deux obtenir une bonne éducation pour devenir quelqu'un dans la vie. Cependant, elles avaient des opportunités différentes. Le père de Tina occupait un bon poste, il l'aida donc à entrer à l'université. La mère de Madame Clark n'avait pas de telles opportunités, et la fille ne pouvait que rêver d'éducation. Et tandis que son désir secret brûlait dans le ciel comme une étoile brillante, elle livrait le courrier à vélo pour le gouvernement. Le véhicule lui avait été attribué sur présentation d'un reçu, et on lui avait ordonné d'en prendre soin. Un jour, alors qu'elle accomplissait ses devoirs, Madame Clark se retrouva dans une situation difficile. Son vélo tomba en panne en plein milieu de la forêt. Elle avait deux options, attendre de l'aide ou porter le vélo en panne sur son dos et marcher jusqu'au village le plus proche. Elle ne pouvait pas abandonner ses affaires, mais porter à la fois son sac et le vélo était trop lourd pour elle. Monsieur Foster l'observait de loin, car il s'était arrêté en ville pour déjeuner avec son père. Il monta sur une colline, se couvrit la bouche de ses mains et cria. « Avez-vous besoin d'aide ?» Au début, Madame Clark ne comprit pas d'où venait l'offre d'aide. Elle tournait en place avec sa charge encombrante. Inopinément, comme venu de nulle part, Monsieur Foster apparut devant elle. « Je vois que vous avez besoin d'aide. Alors, j'ai décidé d'essayer de faire le bon sorcier. Laissez-moi vous aider. » Le jeune homme inspecta le vélo. « Cela prendra quelques minutes. Nous allons réparer votre ami en fer maintenant. » Monsieur Foster courut chercher ses outils et revint quelques minutes plus tard, ayant remis le vélo en état de marche. « Voilà. Vous pouvez retourner au travail. Au fait, je vous observe presque tous les jours. Vous êtes si ponctuel qu'on pourrait régler sa montre sur vous. Vous livrez toujours le courrier frais à la même heure. Puis-je vous accompagner ?» L'attention du charmant jeune homme était agréable, et Madame Clark accepta, mais elle ne laissa transparaître aucun signe d'intérêt. Le lendemain, le jeune conducteur de tracteur rencontra la fille au même endroit. Leur rencontre était brève, et leur conversation insignifiante, donc lorsque son amie Tina vint de la ville en vacances, Madame Clark ne jugea même pas nécessaire de lui parler de son connaissance ou soupirant. Entre-temps, Tina pouvait parler pendant des jours de la vie citadine et de ses nombreux prétendants. Cependant, la relation entre les deux jeunes gens se transforma peu à peu en amour. Comme c'est la coutume dans de tels cas, une date de mariage fut fixée, et des invités furent conviés. Mais Tina cessa de venir au village, elle ne savait donc pas que son amie se mariait. Elle vint rendre visite au jeune couple alors qu'ils attendaient un bébé. Tina arriva avec des cadeaux coûteux et du vin. « Je suis désolée, mon ami, mais je n'ai pas pu assister à votre mariage. Vous savez comment c'est, défendre mon diplôme, puis chercher un bon travail, et ensuite une crise personnelle. » L'invité versa élégamment la boisson parfumée et continua de se plaindre de son sort. « Tu as de la chance, Madame Clark, dit-elle. Tu as rencontré un homme si beau. Mon fiancé s'est enfui et n'a même pas laissé d'adresse. » Tina parlait beaucoup et éloquemment, et le vin la rendait plus joyeuse. Madame Clark remarqua que Ward ne pouvait pas détacher les yeux de l'invité. Elle fit discrètement signe à son mari de revenir à lui. Ce stratagème fonctionna pendant quelques minutes, mais ensuite l'homme regarda Tina à nouveau comme envoûté. Il ne s'écoula même pas 2 jours avant que Tina ne demande à venir visiter à nouveau. Madame Clark était déjà dans son dernier mois de grossesse et ne pouvait pas rester assise longtemps. Marcher lui était difficile. Dans ce contexte, Tina ressemblait à une reine. Mais la future mère croyait que Ward l'aimait telle qu'elle était, maladroite et tout. Après tout, elle portait leur premier enfant dans son cœur. Mais la réalité fut impitoyable pour la femme naïve. Madame Clark se souvenait bien de cette nuit fatidique où Tina avait aidé Monsieur Foster à s'échapper par la fenêtre. Elle entendit un bruit dans la pièce voisine et s'y précipita, tenant son ventre énorme. Mais c'était déjà trop tard. Monsieur Foster s'enfuyait avec sa meilleure amie.
Dans sa confusion, Madame Clark s'écria « Ward, et moi ?» Il s'arrêta. « Je suis désolé, mais je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas vivre sans Tina. » Le stress était si intense que ses os se rompirent là même, et il n'y avait pas de contraction. Le garçon naquit très faible et mourut 2 heures plus tard. Pendant plusieurs années, Madame Clark ne put pas se remettre de la trahison de 2 proches. Elle jura de ne plus jamais se marier. Mais le destin avait d'autres plans. Il décida de lui donner une autre chance au bonheur familial. Un jour, elle se rendit en ville pour affaires et rencontra un conducteur de bus. Il n'y avait que 3 passagers dans la cabine, mais 2 dormaient, et seule Madame Clark était éveillée. Le conducteur voulait vraiment parler, alors il demanda à la femme de s'asseoir à l'avant à côté de lui. Grâce à Hubert, Madame Clark ressentit le désir d'être heureuse à nouveau. L'homme ne perdit pas de temps et la demanda en mariage. Nous sommes tous 2 adultes. C'est gênant pour nous de courir partout en rendez-vous. Mariageons-nous. Madame Clark accepta. Hubert la portait littéralement sur ses mains. Il ne lui permettait pas de faire un seul pas, et en général, il voulait qu'elle quitte son travail à la poste. 2 ans plus tard, leur fille Heather naquit. Le père heureux aimait jouer avec la petite fille. Il la lançait en l'air et répétait « Tu as gagné, notre petite victoire ». Mais ce bonheur fut de courte durée. Madame Clark commença à remarquer que son mari rentrait plus tard que d'habitude. Son bus préféré commençait à tomber en panne fréquemment. Elle faisait semblant de ne rien remarquer parce qu'elle avait très peur de perdre son homme bien-aimé à nouveau. Mais on dit que le destin ne peut pas être évité. Un jour, en rentrant du travail, elle surprit Hubert à la porte avec une valise à la main. « Où vas-tu ? En voyage d'affaires ?» L'homme se racla la gorge. « Non, Madame Clark. Je pars pour une autre femme. Vous comprenez, je ne peux pas vivre sans elle. Je suis comme sous un charme. » Il resta longtemps dans l'embrasure de la porte, mais elle ne pleura pas, ne lui reprocha rien. « Si tu pars, pars. Qu'est-ce que tu attends ? Et tu me laisses partir si facilement ? Tu pensais que je serais en train de me tortiller d'agonie ? Pars, Hubert, vers ton amour. » Elle poussa l'homme hors de la porte, et bientôt la vérité amère fut révélée. Son deuxième mari fut également emporté par Tina. Madame Clark voulait vraiment maudire sa rivale, mais elle se souvint des paroles de la vieille Madame Griffin et n'osa pas prendre une telle mesure désespérée. Et maintenant, vieillissante et faible, Tina la suppliait de l'aider. Est-ce la petite fille de Hubert ? L'invitée fut surprise. Oui, nous avons une fille. J'avais une fille aussi. Et où est-il ? Ça n'a pas marché pour nous. Apparemment, Dieu m'a puni à fond. Hubert a commencé à languir, puis il a commencé à boire. On l'a licencié, et je l'ai également viré de chez moi. Et puis, en un mot, il s'est endormi ivre en hiver et ne s'est jamais réveillé. Madame Clark ne dit rien, regardant la fille épuisée pendant longtemps. Désolée, Tina, mais je ne peux pas aider votre petite fille. Je n'ai plus cette force. Que dois-je faire alors ? Il y a une personne dans ce monde qui est 100 fois plus forte que moi. Qui est-ce ? C'est ma petite fille, mais je ne sais pas où elle est maintenant. On l'a emmenée quand elle n'avait que 6 ans. Votre petite fille ressemble beaucoup à elle. Si vous trouvez Jenny, vous sauverez la fille. Pouvez-vous au moins me donner l'adresse de cette maison ? Je n'ai pas l'adresse, on ne sait rien. Allez, Tina, je ne me sens pas bien. Jenny ne s'intégra pas immédiatement au groupe d'enfants. Après la première semaine passée à l'orphelinat, ils se plaignirent au directeur. Cette fille se comporte de manière très étrange. Elle évite de communiquer avec les autres enfants et ne veut pas jouer. Elle parle toujours toute seule. Peut-être devrait-elle consulter un médecin ? Jenny fut examinée par tous les spécialistes. Un médecin dit : « Pourquoi cherchez-vous des défauts chez un enfant ? C'est une fille normale, et très intelligente en plus. » Après cette conclusion, les enseignants ne surveillèrent plus la fille avec autant de ferveur. Graduellement, elle commença à s'habituer à la vie à l'orphelinat, mais elle rêvait souvent de sa grand-mère la nuit. Puis elle se réveillait et pleurait. Une gentille nourrice s'approcha de Jenny la nuit et lui demanda doucement :
Pourquoi ne dors-tu pas, ma chère? Et pourquoi pleures-tu? Je veux aller chez ma grand-mère. Mon Shaoli est toujours là. Pauvre petite. Et pourquoi les enfants doivent-ils traverser cela? Eh bien, les adultes pêchent, mais un enfant? C'est comme un ange, innocent. Cette gentille nourrice commença à rendre visite à Jenny à chaque quart de travail. Elle lui rappelait sa propre grand-mère. Et la petite fille voulait vraiment rendre à cette femme la gentillesse qu'elle lui montrait. Quand elle vint la voir à nouveau, la fille murmura sans aucune hésitation. Mademoiselle Adams, vous avez chaud ici. Vous devez aller à l'hôpital. La femme recula d'horreur et se signa. Sorcière. Va-t'en, impure créature. Ce même jour, Jenny entendit Miss Adams se plaindre aux autres nourrices. Cette fille a un pouvoir impur. Elle m'a parlé avec la voix d'une étrangère. Les femmes ne crurent pas la conteuse. Tu as tout rêvé en dormant. Peut-être que tu as bu de l'alcool la nuit précédente et que tu as fait un mauvais rêve. Miss Adams ne lui rendit plus visite. La voix qu'elle seule entendait dans les moments d'excitation murmurait. Ne dis rien à personne d'autre. Il vaut mieux garder le silence sur ce que tu vois. Et Jenny commença à cacher son don. Mais Miss Adams revint vers elle très heureuse et apporta des sucreries. Merci, petite. Tu sais, j'avais un kyste ici, là où tu m'as montré. Ils m'ont opéré. Jenny fit semblant de ne rien comprendre. Miss Adams, vous me confondez avec une autre fille. Miss Adams haussa les épaules. Étrange. Peut-être que j'ai tout imaginé. Mais ma grand-mère est aussi venue la nuit. Et une fois, elle est apparue dans la chambre et s'est assise sur le lit. Petite fille, tu as un destin particulier car tu as un don spécial. Ne le perds pas et utilise-le seulement pour de bonnes actions. Jenny voulait vraiment parler à sa grand-mère, lui demander des nouvelles d'Ollie, mais le ciel étincela d'éclairs, et sa main droite fut également brûlée par le feu. La fille hurla de douleur et regarda avec horreur une ampoule qui poussait à la place d'un petit point. L'infirmière de garde accourut à son cri. Elle regarda également avec horreur la blessure. Où as-tu réussi à te brûler la main au milieu de la nuit? Je te le demande, à toi ou au mur? Va à l'infirmerie. Qu'il te fasse un pansement, puis nous verrons. Dans la salle médicale où Jenny se précipita, une infirmière endormie l'accueillit. Montre-moi ce que tu as. Elle examina attentivement la main de Jenny. Je ne comprends rien. Comment as-tu fait ça? Je ne sais pas. Je dormais. L'infirmière fit un bandage, en enduisant quelque chose sur la main de Jenny, et elle se sentit un peu mieux. Eh bien, mieux? Jenny hocha la tête. Alors allons dans la chambre. Il faut voir ce qui aurait pu te brûler là-bas. La femme était perplexe. La nuit, dans un rêve. Cela signifie que quelque chose de dangereux était dans le lit ou à proximité. Bien sûr, on ne pouvait pas laisser cela ainsi. Après tout, ce quelque chose aurait pu prendre feu ou brûler un autre enfant. Ils cherchèrent le lit, regardèrent même sous les matelas, mais ne trouvèrent rien. Ensuite, on permit à Jenny de se coucher, et ils continuèrent à chercher. Mais ils ne trouvèrent rien. Eh bien, il n'y a rien. Absolument rien. L'infirmière hocha la tête. Étrange, bien sûr, je ne comprends rien. Le lendemain matin après le petit déjeuner, Jenny fut renvoyée à l'infirmerie. L'infirmière dit. N'aie pas peur. Je dois juste changer le pansement. La femme défit le bandage et s'immobilisa. Il n'y avait plus de brûlure. À la place de la brûlure, il y avait quelque chose comme une tache de naissance. Elle n'était pas enflammée. On avait l'impression que cette tache était toujours sur la main de Jenny. La fille regarda aussi la tache. Elle était exactement la même que celle de sa grand-mère, de la même taille, de la même forme et du même motif. Et alors Jenny comprit tout. Elle regarda la femme et dit. Grand-mère. Ma grand-mère n'est plus là. Elle est morte. Et Jenny perdit connaissance. Elle ne sait pas combien de temps s'est écoulé, mais elle et sa grand-mère avaient réussi à tout se dire. Maintenant, Jenny savait, il suffisait de se taire et de ne rien dire à personne pour qu'ils ne la prennent pas pour folle. C'est ce que disait sa grand-mère.
Et elle disait aussi que le temps viendrait. Et Jenny comprendrait tout de suite. Elle comprendrait quand son aide serait nécessaire. N'offrez jamais votre aide vous-même. Ils ne l'apprécieront pas. Au contraire, vous vous attirerez des ennuis. Vous ne pouvez aider que quelqu'un qui ne peut pas vous le demander. Jenny. La fille ouvrit les yeux. Une infirmière se penchait sur elle, tenant un coton très puant. Jenny, comment tu te sens? Bien. La fille se redressa. Es-tu sûre que ça va? Tu t'es évanouie. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être que je n'ai pas assez dormi? L'infirmière la regarda comme si elle était quelque chose d'inhabituel. Eh bien, peut-être. Tu te sens vraiment bien? Oui, vraiment. Jenny se rendit dans sa chambre. Elle s'allongea, se tourna vers le mur. Elle devait accepter que sa grand-mère n'était plus là. L'accepter et vivre avec. Le moment vint où Jenny et les autres filles de son âge quittaient l'orphelinat. Elle n'avait pas particulièrement envie de dire un au revoir chaleureux à qui que ce soit. Non, personne ne la dérangeait, mais il n'y avait pas d'amitié non plus. D'une manière ou d'une autre, Jenny était devenue solitaire. Au début, les autres enfants étaient agacés par cela, mais ensuite, ils s'y étaient habitués. Jenny avait de la chance. On lui donna un petit appartement, mais agréable et propre, en périphérie de la ville. Elle savait avec certitude que l'appartement était bon, personne n'y était mort, personne n'y avait maltraité personne. Bien qu'il fût très petit, cela n'avait pas d'importance. Le principal avantage était le balcon, petit mais elle pouvait y sortir le soir et profiter de l'air du soir. Jenny se mit à l'aménager. Avec l'argent qu'on lui avait donné, elle réussit à acheter un canapé d'occasion, une armoire, une table de cuisine, 2 chaises et un réfrigérateur. Le réfrigérateur avait une poignée cassée. C'est ce qui faisait que le prix était si bas. Jenny était heureuse. Elle inspecta sa maison et sourit. Maintenant, il lui fallait déposer sa demande d'inscription à l'université et trouver un emploi. Ensuite, tout irait bien. Un mois plus tard, Jenny avait déjà soumis sa demande d'inscription à l'université. Elle allait devenir designer, mais elle n'avait pas encore trouvé d'emploi à temps partiel. À un endroit seulement, le patron dit qu'il pouvait l'embaucher, mais seulement après une période d'essai. Jenny était initialement ravie, mais elle réalisa ensuite quel genre d'essai le patron lui proposait. Rien de spécial, juste passer la nuit avec lui. Elle voulait faire quelque chose qui ne lui permettrait jamais de faire de telles propositions, mais elle se retint. La seule chose qu'elle dit en ouvrant la porte fut: Le règne du chef est court. Aujourd'hui, tu es au-dessus de tout le monde, demain, tu es en dessous de tout le monde. Tu me menaces? Jenny le regarda. Non, bien sûr que non. Je dis juste que parfois les choses se passent comme ça. Jenny sortit dans la rue. Quelle sensation dégoûtante, comme si elle avait touché quelque chose qui puait. Elle se dirigea résolument vers le parc. S'asseoir près de l'eau, prendre de l'air frais, se calmer. Les promenades et l'air frais l'aidaient toujours. Elle était assise depuis environ 5 minutes lorsqu'elle entendit des gémissements. Jenny regarda autour d'elle, étrangement, elle n'avait vu aucun chien ni chat. La fille se leva et comprit immédiatement d'où venait le son. Presque au bord de l'eau, assise par terre, une fille pleurait. C'était un jour de semaine et il n'y avait personne dans le parc. Sans hésiter, Jenny s'approcha de la fille qui souffrait tant. Bonjour. Tu as besoin d'aide? La fille se tourna avec crainte, renifla et secoua la tête. Non, je n'ai besoin de rien. Jenny s'assit dans l'herbe à côté d'elle. Je m'appelle Jenny. Et tu penses à quelque chose de mauvais. Tu ne peux pas faire ça. Il croit en toi, il fait partie de toi. La fille se mit à pleurer encore plus fort. Je ne lui suis pas importante, il m'a laissée. Tu comprends, dès qu'il a su que j'étais enceinte, il a dit que je n'étais pas importante pour lui. Il ne m'a même pas laissé dire quoi que ce soit, tu comprends? Je comprends. Mais qu'est-ce que le bébé a à voir avec ça? Pense logiquement. Je comprends que c'est difficile à accepter maintenant, mais le temps passera, et tu l'oublieras de toute façon. Eh bien, peut-être pas entièrement, mais tu oublieras.
Et pourquoi voudrais-tu ruiner la vie du bébé? Moi? Comment tu le sais? Je sais tout. Tu as un garçon. Pense Y. Jenny voulut se lever, mais la fille lui saisit la main. Ne pars pas. J'ai tellement peur. Je ne sais pas quoi faire. Jenny réfléchit un moment, puis dit. Pourquoi n'allons-nous pas chez moi? J'habite à proximité. Nous prendrons du thé et nous parlerons. La fille hocha la tête avec enthousiasme. Allons-y. Je m'appelle Sandy. Elles parlèrent beaucoup. Sandy raconta à Jenny qu'elle fréquentait Kyle depuis 1 an. Nous n'avons pas encore parlé du mariage. Je ne me suis pas pressée, et il n'a rien suggéré. Je pensais que tout allait bien entre nous. Tout était bien, tout était normal. Nous sommes vraiment jeunes et puis c'est arrivé. Je suis allée le voir pour lui dire. J'étais sûre que mon Kyle serait heureux, mais lui. Je ne l'ai jamais vu comme ça avant. Soit il a eu peur, soit il m'a carrément détestée. Je ne sais pas, mais en un instant, il est devenu quelqu'un d'autre, pas du tout mon Kyle. Il m'a repoussée. Tu sais, Jenny, Kyle, mon Kyle, celui avec qui nous étions tellement en phase, il m'a simplement repoussée. Que vais-je faire seule avec un enfant? Es-tu seule? N'as-tu pas de famille? Sandy renifla. Oui, bien sûr. J'ai ma mère, mon père, et même un frère. Mais devrais-je les charger de tout ça? Oui, et j'ai honte de moi. Jenny sourit. Honte? Tu n'as aucune idée à quel point ils aimeront leur petit enfant quand il naîtra. Sandy sourit. Tu sais, après tes paroles, j'ai commencé à penser à quoi il pourrait ressembler. Eh bien, qu'en penses-tu? Jenny serra Sandy dans ses bras. Le plus aimé. Et c'est le plus important. Jenny, tu vis seule? Jenny haussa les épaules. Comme tu peux le voir. Contrairement à toi, je n'ai pas de famille. Mais comment est-ce possible? Les filles parlèrent tard dans la nuit. Elles s'endormirent sur le canapé, se serrant l'une contre l'autre, larmoyantes toutes les deux, mais avant de s'endormir, elles parlèrent de ce qui préoccupait le plus Jenny. Sandy fut choquée quand elle lui dit. Et tu n'es même pas allée là-bas? Non, je ne peux pas. J'ai peur qu'il n'ait pas enterré ma grand-mère correctement. J'ai peur de me sentir vraiment mal quand je verrai la maison où je vivais. Eh bien, ce n'est pas juste. Je sais. Sandy, tu comprends, je n'ai personne avec qui le faire. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Sandy s'assit à côté d'elle, puis dit. Comment ça, personne? Et bien sûr, il y en a. Tu m'as maintenant. Et j'ai Marcus. Marcus est mon frère. Il a une voiture. Je lui parlerai demain, et il nous emmènera là-bas, dans ce village. Jenny retenait à peine ses larmes. Vraiment? Eh bien, bien sûr. Il est déjà 2 heures du matin. Je dois dormir un peu. Je ne rentrerai certainement pas chez moi maintenant. Au matin, elles furent réveillées par un appel sur le téléphone portable de Sandy. Sandy s'agita et attrapa le téléphone. Oui. Jenny écouta calmement une voix masculine contant Sandy. Oui. Elle écouta tout calmement, puis dit calmement. D'accord, alors viens chez nous. Mon ami a besoin de ton aide. Jenny se redressa surprise, et Sandy se tourna vers elle. Quelle est l'adresse? La fille donna mécaniquement l'adresse, et Sandy la répéta dans le téléphone. Sandy, as-tu perdu la tête? Pourquoi? Marcus est mon ami. Jenny se précipita pour faire le lit et se mettre en ordre. Sandy, quant à elle, se fit une tasse de thé et s'assit sur le canapé. Pourquoi tu t'agites comme si un oiseau important allait nous rendre visite? C'est un étranger, et ma place est en désordre. Sandy regarda l'appartement stérilement propre. En désordre? Elle rit. Je te montrerai ma chambre d'une manière ou d'une autre. Il ne fallut pas une demi-heure avant que la sonnette ne retentisse. Oh, Marcus est arrivé. Sandy se précipita pour ouvrir la porte. 1 minute plus tard, elle revint dans la pièce avec un gars grand et aux épaules larges.
Rencontre Jenny, voici Marcus. Marcus, voici Jenny. Jenny était silencieuse, tout comme Marcus. Ils se regardèrent sans même cligner des yeux. Soudain, Sandy éclata de rire. Et, qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux? Vous êtes pétrifiés tous les deux? Jenny fut la première à reprendre ses esprits. Tu imagines des choses, Sandy. Salut. 2 jours plus tard, il se dirigeait vers l'endroit où Jenny avait passé son enfance. La fille était nerveuse et anxieuse. Sandy était assise à l'arrière et disait: Je vais faire une sieste. Dès qu'elle entendit ronfler depuis la banquette arrière, Marcus couvrit la main de Jenny de la sienne. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ira bien, nous sommes avec toi. Jenny se calma vraiment. Finalement, ils arrivèrent à la maison. Jenny sortit, resta là longtemps à regarder. Puis elle entra. Quelqu'un a déjà saccagé cet endroit. Tout était renversé et cassé. Il pensait probablement que Madame Clark avait des richesses incommensurables ici. La fille se couvrit les yeux. Leurs propres voisins. Ils n'ont rien trouvé, alors ils se sont fâchés. Elle s'assit sur le canapé et vit quelque chose briller par terre. C'était la bague de sa grand-mère. Elle ne l'enlevait jamais, la portait toujours. Jenny avait demandé à l'essayer plusieurs fois, mais sa grand-mère disait toujours que le moment viendrait et elle la porterait. Apparemment, ce moment était venu. Elle ramassa la bague, la pressa contre ses lèvres pendant 1 seconde et quitta la maison. Marcus, nous devons aller au cimetière. Je te montrerai. Elle ne se souvenait pas où était le cimetière, mais elle était sûre qu'ils allaient dans la bonne direction. Après quelques minutes, elle vit une clôture. Sandy demanda: Tu ne sais pas où grand-mère est enterrée? Peut-être devrions-nous nous séparer. Le cimetière est-il grand? Pas besoin, je vais trouver. Jenny avança avec confiance. Elle marchait si vite et si sûrement que Sandy et Marcus avaient du mal à la suivre. Finalement, la fille s'arrêta devant une tombe envahie d'herbe. Grand-mère, comment cela peut-il être? Jenny se mordit les lèvres et s'agenouilla devant la tombe. Elle commença à arracher l'herbe. Sandy suivit son exemple. Marcus dit: Je reviens tout de suite. J'avais une pelle et une hache dans ma voiture. Ils ont nettoyé la tombe en 1 heure. Bonjour. Ils se retournèrent. Une femme âgée se tenait à proximité. Si je comprends bien, Madame Clark est enterrée ici. Jenny hocha la tête et demanda: Excusez-moi, vous la connaissiez? La femme sourit. Je la connaissais mieux que beaucoup d'autres. Alors elle est morte. Il y a longtemps? Il y a 6 ans. Jenny se frotta inconsciemment son grain de beauté. La femme secoua la tête. Elle n'a donc pas menti, elle prévoyait de mourir. Et tu es Jenny, n'est-ce pas? Soudain, la fille sentit à quel point la grand-mère était mécontente. Le vent se leva, si fort que les arbres craquaient. Marcus attrapa la main de Jenny et de Sandy et courut vers la voiture. Jusqu'au moment où ils sortirent du cimetière, Jenny sentit le regard lourd de cette femme. La fille comprit parfaitement qu'elle voulait lui dire quelque chose. Dès qu'ils furent dans la voiture et partirent, le vent se calma immédiatement. Le soleil brillait dans le ciel. Marcus ricana. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'était la colère de grand-mère. Le gars regarda Jenny incrédule. Tu crois à toutes ces bêtises? Quelles bêtises? Eh bien, ces trucs sur toutes sortes de magie et tout ça. Et tu n'y crois pas? Non, bien sûr que non. Il faut être un idiot complet pour tomber dans de telles absurdités. Jenny se détourna. Je pense que tu te trompes. On ne peut pas ne pas croire en ce qui existe. Marcus conduisit la voiture avec assurance. Jenny, ce sont des femmes comme toi qui croient en tout. Trop crédule. Ma Sandy aussi croit à ces absurdités, mais réfléchit un instant. Quand une personne tombe sérieusement malade et que les médecins se battent pour sa vie avec des traitements longs et difficiles, des gens comme toi et Sandy suggèrent qu'il est urgent de trouver une grand-mère. Ils voyagent, paient des sommes folles, et quelques vieilles dames illettrées susurrent quelque chose sur eux, et ils rentrent chez eux. Pendant ce temps,
le traitement a déjà commencé à fonctionner, mais non pas à cause de la grand-mère, mais à cause du véritable traitement médical. Et voilà, la légende est née, les médecins n'ont pas pu le faire, mais la vieille crasseuse a aidé. Jenny sourit et se tourna vers la fenêtre. Il y a tellement de gens comme Marcus dans le monde. Marcus jura. Où tu vas ? Et soudain il freina. Des voitures les dépassaient, et une autre voiture venait vers eux. Si Marcus n'avait pas freiné soudainement, la voiture qui les dépassait n'aurait pas eu le temps de se rabattre dans leur voie. Et un accident aurait été inévitable. Jenny réussit à voir le visage effrayé d'un enfant à la fenêtre. La voiture zigzaga et disparut au coin de la rue. Jenny se tendit. Là, au volant, c'est une personne intoxiquée. Marcus la regarda rapidement et accéléra. Ils ne virent pas le moment réel de l'accident. Ils virent seulement quand les voitures devant eux s'arrêtèrent et que les gens coururent vers la voiture renversée. Marcus sauta aussi et courut. Jenny et Sandy suivirent. Quand Jenny arriva sur les lieux, le conducteur intoxiqué était à genoux devant un garçon de 10 ans. L'enfant n'avait pas de blessure, mais il était allongé les yeux fermés. Quelqu'un derrière Jenny dit. Le cœur de l'enfant s'est arrêté de peur. C'est ce qui s'est passé. Oui, ils ont déjà essayé de le réanimer. Regardez, cet homme là-bas. C'est un médecin venu de l'une des voitures. Jenny regarda l'homme. Il s'essuyait les mains, et son visage avait l'air contrarié. Jenny estima qu'il ne s'était écoulé que 20 minutes environ entre le moment où la voiture les avait dépassés et le moment présent. Compte tenu du fait qu'il avait parcouru 5 ou 6 kilomètres, l'enfant avait été dans cet état pendant un très court laps de temps, et on ne comprenait pas pourquoi le médecin avait cessé la réanimation. Elle leva les yeux et vit la grand-mère se tenant à côté de l'enfant, la regardant avec reproche. Jenny fit un pas en avant. Elle n'avait pas de temps du tout. Au loin, on pouvait entendre la sirène d'une ambulance. Marcus voulait la retenir, mais elle n'y prêta pas attention. Elle s'agenouilla à côté de l'enfant. Le père pleurait à proximité, mais Jenny ne lui prêta pas attention. Elle posa ses 2 mains sur la poitrine du garçon. Ici. C'est ici le point le plus chaud. Elle appuya fort avec ses 2 mains, puis relâcha. Le garçon prit une respiration. Jenny le tenait pendant qu'il convulsait et se débattait. Lorsque le garçon se calma un peu et recommença à respirer, elle le posa. L'épuisement la submergea soudain. Les gens autour d'eux étaient silencieux. Ils étaient simplement stupéfaits. Jenny vit le regard de Marcus. Il était surpris. Mieux si elle ne l'avait pas vu. Sandy accourut vers elle. Sandy, aide-moi, dit-elle. La fille prit Jenny et la conduisit à la voiture. Jenny sentit Marcus la prendre sous son bras. Quelqu'un cria, « Arrêtez cette fille. Elle a fait l'impossible. » Mais Jenny marcha obstinément vers la voiture. Le chemin vers la ville se fit en silence. Sandy et Marcus ramenèrent Jenny à la maison. Sandy lui fit du thé. Elle but et sentit sa force revenir peu à peu. Elle comprit que Marcus ne la regarderait plus de la même manière, et il lui plaisait tellement. Pas simplement plus. Le lendemain, Sandy demanda, « Jenny, peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» Jenny haussa les épaules. Rien de spécial. J'ai juste aidé un peu le cœur du garçon. Sandy resta là, réfléchissant à la façon de formuler sa question. Jenny, es-tu l'une de ces... Elle arrondit les yeux, cherchant le mot juste. Jenny rit. Sandy, ne te prends pas trop la tête. Plutôt dis-moi, as-tu dit à tes parents ? Sandy soupira, puis se mit à pleurer. Oui, tu sais, quand j'ai dit que je voulais me débarrasser du bébé, mon père a failli me tuer. Il a crié si fort que nous sommes une famille, et que nous nous aidons toujours. Eh bien, voilà. Alors pourquoi tu pleures ? Je ne sais même pas. Je n'ai jamais su, jamais pensé que ça serait comme ça. Tu vois, comme tout le monde, je rêvais d'avoir une famille. Un mari, des enfants. Et maintenant tout est brisé. Mais ne t'inquiète pas, je serai une bonne mère. Jenny caressa ses cheveux. Tu auras tout, un mari et des enfants. Ne précipite rien et n'essaie pas de changer quoi que ce soit. Chaque personne a son propre destin,
et toutes les modifications qui sont censées être apportées par une personne sont prédéterminées. Sandy essuya ses larmes et regarda Jenny avec admiration. Tu sais ça d'en haut? Oui. Elle pointa son doigt quelque part vers le plafond. Jenny rit. Oui, le plafond me l'a dit. Allons manger quelque chose. Sandy essayait toujours de trouver une certaine connexion dans ce que Jenny disait avec une puissance supérieure. Et Jenny devait avoir une conversation sérieuse avec elle. Sandy fut d'abord offensée, mais elle dit ensuite. D'accord, je te comprends. Au fait, Kyle, imagine, il a signé un contrat et est parti quelque part en service. Étrange, quand même. Peut-être a-t-il juste besoin de temps? Et comment va Marcus? Sandy sourit. C'est amusant de regarder ces deux martyrs depuis les coulisses. Ils pensent tous deux que personne ne voit rien, mais en réalité, tout est clair comme le jour. Marcus est assis à la maison, en colère. Même sa mère lui demande s'il lui est arrivé quelque chose. Marcus répond. Non, et se referme dans sa chambre. Mais dès que Sandy appelle Jenny ou commence à parler à ses parents de Jenny, les portes s'ouvrent immédiatement. Jenny fait semblant de ne pas connaître Marcus, encore moins d'être liée à lui. Mais chaque fois que Sandy en parle, elle tressaille comme frappée par la foudre. Marcus souffre tout comme toi. Il pense que nous ne le voyons pas. Il souffre, pourquoi? Jenny regarda Sandy effrayée. Pourquoi tu demandes? Sandy sourit, et Jenny parut embarrassée. L'automne arriva, et Jenny commença à étudier. Elle voyait souvent Sandy. Jenny essayait toujours de trouver un emploi, mais rien ne fonctionnait. Sandy, en revanche, ne venait jamais les mains vides, que sa mère envoie quelque chose de délicieux ou qu'elle reste pour la nuit, et elle aime manger. Jenny comprenait parfaitement que son amie essayait de la soutenir pour qu'elle dépense moins, au moins pour la nourriture. Elle se sentait gênée, mais Sandy ne voulait rien entendre. Plus près du Nouvel An, Sandy vint chez Jenny accompagnée de sa mère. « Bonjour, Jenny. Je m'appelle Madame Barnes. J'ai voulu te rencontrer depuis longtemps. Si ce n'était pas pour toi, notre Sandy aurait causé des ennuis. » Sandy souriait. Son ventre était déjà assez gros, mais contrairement à beaucoup de femmes enceintes, Sandy ne devenait ni agitée ni lunatique. Au contraire, elle devenait plus gentille et plus amicale chaque jour qui passait. La mère de Sandy se révéla être une femme merveilleuse. Ils s'assirent pour prendre le thé et le gâteau, et la femme réalisa soudain quelque chose. « Jenny, nous ne sommes pas venus ici pour rien. Nous sommes venus t'inviter à passer le Nouvel An avec nous. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit, aucun refus ne sera accepté. Le Nouvel An est une fête familiale, alors tu devrais la célébrer en famille. » Jenny rougit. « Mais. Aucun mais. Jenny, tu es devenue une véritable amie pour Sandy. Elle parle tellement de toi que mon mari et moi te considérons déjà comme faisant partie de notre famille. Alors, pas de refus. On s'amuse beaucoup. N'en doute même pas. Oh, j'ai oublié, rit Madame Barnes, nous ne fêtons pas le Nouvel An en ville. Nous avons une maison à la campagne que nous utilisons comme maison de vacances. Nous y célébrons toujours. Marcus et son père construisent une colline de luge, nous faisons des bonshommes de neige, nous décorons un arbre à l'extérieur. Jenny regarda Madame Barnes avec un regard fasciné. Elle avait rêvé d'une telle chose quand elle était encore à l'orphelinat. Mais il y avait un « mais ». Marcus serait là. Le Nouvel An sentait partout. Jenny venait d'entrer dans la cour quand une boule de neige la frappa. Elle cria et vit Marcus qui regardait derrière le coin de la maison en souriant. « Ah, c'est toi !» Elle laissa tomber son sac, prit une poignée de neige et courut vers lui. Pendant environ 15 minutes, ils rirent et se jetèrent de la neige l'un sur l'autre. Puis Marcus l'attrapa et la serra dans ses bras. « C'est bon, je ne te laisserai plus partir. Tu as compris ?» Jenny hocha la tête et enfouit son nez dans sa poitrine. « Regardez-les, les tourtereaux. Vous n'avez pas honte? Nous devons faire la salade et décorer l'arbre, et il reste là à s'étreindre. » Jenny voulait se détacher de Marcus, mais il n'avait aucune intention de la laisser partir. « Sandy, tu sais toujours comment te montrer quand on s'y attend le moins. »
Sandy rit et se dirigeait déjà vers l'intérieur quand ils entendirent tous. Salut. Sandy devint pâle, se tourna lentement vers la porte, et Marcus se retrouva instantanément entre sa sœur et la porte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Kyle. Marcus serra les poings, mais Kyle le regarda calmement. Marcus, ne sois pas en colère. J'ai besoin de parler à Sandy. Ce n'est que maintenant que Jenny remarqua que Kyle, qu'elle n'avait jamais vu auparavant mais qu'elle imaginait pour une raison quelconque exactement comme ça, était en uniforme militaire. Marcus l'avait apparemment aussi remarqué et s'était tourné vers Olga. « Eh bien, pourquoi tu restes silencieuse ?» Sandy secoua la tête obstinément. « Qu'il parle. Je n'ai pas de secret avec cet homme. » Marcus sourit et croisa les bras sur sa poitrine. « Tu as Kyle pendant 10 minutes. » Kyle soupira. « Sandy, pardonne-moi. J'avais tellement peur à ce moment-là, mais comment est-ce possible, je suis un enfant dans l'âme, et là, mon enfant. Mon cerveau ne pouvait pas traiter cette information. Je savais que je t'avais maltraité et que je me sentais comme un vrai salaud. Je n'ai rien trouvé de mieux que de m'engager dans l'armée. Je pensais qu'ainsi seulement mon cerveau se remettrait en place. Et ça a marché? Eh bien, pour cela, il fallait que je visite l'autre côté. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'ai réalisé que si tu n'avais pas sauvé notre enfant, je serais le seul à blâmer. Et je n'aurais pas pu le supporter. La vie est très précieuse. Pardonne-moi. Kyle leva la tête, regarda attentivement Sandy, et Jenny comprit immédiatement ce qui se passait. Sandy était sortie avec une vieille veste, et on ne pouvait pas dire si elle était enceinte ou non. Soudain, Sandy demanda. « Je n'ai pas compris, qu'est-ce que tu faisais à l'hôpital ?» Kyle sourit bêtement. « Oh, j'ai été blessé, j'ai failli ne pas survivre. Ils m'ont finalement renvoyé à la maison. » Complètement. Sandy se précipita vers lui, le serra dans ses bras, et Kyle gémit. Elle recula, éclata en sanglots. Quel remue-ménage avait commencé? Jenny aimait tout cela. Elle aimait le sentiment de bonheur. 2 mois de plus passèrent. Sandy et Kyle se marièrent immédiatement. Ils dirent tous les deux qu'ils n'auraient pas de mariage, juste s'asseoir avec leur famille et partir au village pendant 1 mois. Le mariage de Marcus et Jenny était prévu pour mars. 1 mois avant leur mariage, Sandy accoucha d'un garçon fort et en bonne santé nommé Walter. Mais Jenny, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, je suis tellement nerveuse. Tu es folle. Marcus t'aime tellement. Oui, je ne suis pas nerveuse à cause de Marcus. Je sais qu'il m'aime. Quelque chose ne va pas, quelque chose va arriver. Sandy fronça les sourcils. Peut-être devrions-nous reporter le mariage? Non. Tu sais comment Marcus voit tout cela. Il n'y croit pas et ne veut même pas en parler. Oui, je sais. J'ai essayé de lui parler de ce qui s'est passé sur la route ce jour-là. Il m'a dit de ne pas m'en souvenir. C'est juste une coïncidence. D'accord, ne nous attardons pas sur le négatif. L'essentiel, c'est que personne ne va mourir. On pouvait entendre les klaxons de voitures dehors. Sandy sourit. Mon frère aime que tout soit bruyant. Jenny lui prit les mains. Sandy, es-tu sûre de ne pas être contrariée de ne pas te marier, et que nous le faisons comme ça? De quoi tu parles? Bien sûr que non. Nous avons décidé ça nous-mêmes. Le mariage n'était pas important pour nous. On voulait être seuls ensemble le plus tôt possible, tu sais? Pour n'avoir personne d'autre autour. Même si on s'est réconciliés, il y avait encore des moments difficiles dans notre relation. Mais maintenant, il n'y en a plus. Alors, pas de rancune. Jenny sourit. Je n'arrive pas à croire que je vais être une femme maintenant. Dommage que grand-mère ne puisse pas voir ça. Sandy sourit et regarda nerveusement autour d'elle. Quelque chose me dit qu'elle voit tout. À ce moment-là, le champagne, qui se trouvait dans la pièce, explosa bruyamment. Même Sandy n'avait pas été prise en photo. Jenny sourit, et Sandy fit maladroitement le signe de croix. Si Dieu le veut, je m'habituerai à tout ça un jour. Il ne restait que 2 heures avant le mariage lorsque Jenny et Marcus sortirent pour monter en voiture.
Une vieille dame se précipita vers eux. Elle s'arrêta devant Jenny. Marcus regarda Jenny et la vieille dame avec étonnement. Soudain, la vieille dame tendit la main et prit la main de Jenny. Elle releva le bord de la robe de mariée et dit : « Vous êtes la petite-fille de Madame Clark, Jenny. » »« Oui, qui êtes-vous ? » ?»« Vous étiez au cimetière alors. »« J'y étais. Vous m'avez échappé, et maintenant, à cause de vous, ma petite-fille est en train de mourir. »« À cause de moi ? Pourquoi ne vouliez-vous pas me parler ? Je vous cherchais. Votre grand-mère a aidé ma petite-fille, mais pas longtemps. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas, qu'elle n'avait pas la force. Mais je pense que c'est à cause de sa colère envers moi. Avez-vous fait du mal à ma grand-mère ? Je l'ai probablement fait. J'ai emmené son mari, d'abord un, puis l'autre. J'ai toujours détesté Madame Clark. Elle était meilleure que moi. Et puis quelque chose s'est passé qui m'a forcé à aller vers elle, à demander pardon, à aller au-delà de moi-même. Elle l'a fait exprès. Ma fille, ma beauté, elle est en train de mourir. Jenny demanda d'une voix aiguë : « Qu'est-ce que ma grand-mère vous a dit exactement ? » Tina, celle à qui sa grand-mère avait parlé, leva les yeux remplis de larmes. Elle dit qu'elle n'avait plus beaucoup de force et qu'elle allait bientôt mourir. Elle a dit qu'il y avait quelqu'un de beaucoup plus fort qu'elle, et c'était vous. Elle a dit de vous trouver et a dit que vous auriez une marque particulière. Mais je ne pouvais pas, je ne savais rien de vous, ni votre nom de famille, ni votre année de naissance. Ensuite, je suis venue au cimetière pour tout dire à Madame Clark, et là vous étiez. Je vous ai encore raté. Je vous ai poursuivi, mais comment mes jambes pouvaient-elles vous rattraper ? Et puis je vous ai vu près du magasin de mariés. Je passais juste par là. Et ainsi j'ai passé tant de temps à essayer de découvrir où vous habitiez. Aujourd'hui, ils ont admis ma Juliana à l'hôpital. Elle est inconsciente depuis ce matin. C'est de votre faute à vous et à Madame Clark si elle est en train de mourir. Vous. La vieille femme éclata en sanglots. Marcus se tenait là, perplexe, et Sandy était horrifiée. Jenny était perdue dans ses pensées. Où est-elle ? Dans quel hôpital ? Demanda Jenny. La vieille femme la regarda. Notre hôpital central. Jenny se tourna vers Marcus. Marcus, mon chéri, tu pourras me gronder plus tard. J'écouterai tout ce que tu auras à dire plus tard. Nous avons 2 heures entières. Je dois y aller. On y arrivera. Marcus hocha la tête impuissamment. Ils montèrent dans la voiture de mariage, et Tina fut placée dans l'autre voiture. Sandy y alla avec elle. Tout le trajet, Tina pleura et dit que c'était de sa faute, pas celle de Jenny ou de sa grand-mère. Mais elle ne pouvait pas l'admettre à Jenny. Sandy écouta en silence et pensa que la vie est une chose si injuste. Jenny devait aider quelqu'un qui avait autrefois ruiné la vie de sa grand-mère. À l'hôpital, on les regardait comme s'ils venaient d'un autre monde où étaient des extraterrestres. Pas étonnant. Le cortège de mariage s'arrêta à l'entrée de l'hôpital, la mariée, le marié, les témoins et la grand-mère échevelée. Ils se précipitèrent presque en courant vers la chambre. Personne ne les arrêta même parce que tout le monde était tellement stupéfait qu'ils restèrent figés sur place. Jenny s'arrêta devant la porte de la chambre. « Restez ici. » Elle entra, mais ne ferma pas la porte derrière elle. Sandy entendit. « Que se passe-t-il ici ? Laissez-moi entrer immédiatement. Et tout le monde doit quitter la pièce. » Marcus se tourna vers lui. « Ne faites pas d'histoire, docteur. Faites comme si rien ne se passait pendant 10 minutes. » Le docteur regarda Marcus et il continua. « C'est sans espoir là-dedans. Quel mal y a-t-il pour vous ? Mais ce n'est pas une raison pour entrer ici avec une foule. Oh, s'il vous plaît. » Le docteur se tut. Il regarda dans la pièce. Tina, qui se tenait à l'avant, pleurait. Elle répétait sans cesse. « Ma fille, je n'ai pas pu la protéger. » La fille allongée sur le lit était si pâle qu'elle se confondait avec les draps. Elle était maigre, presque irréelle. Elle n'avait que quelques années de moins que Jenny, mais on aurait dit qu'elle en avait 12. Jenny s'assit sur le bord du lit et prit la main de la fille dans la sienne. « Et, Juliana ?»
Ses cils papillonnèrent, mais la fille n'ouvrit pas les yeux. Jenny posa la main sur son front et contempla son visage pendant longtemps. Et Juliana ouvrit les yeux. Le docteur était surpris. « Qu'est-ce que c'est ?» Tina se retourna. « Silence. Vous n'avez pas pu guérir votre petite fille, alors taisez-vous. » Sandy donna une légère pichenette à la vieille femme, assez de négativité. Tina se tut. Jenny parlait déjà à Juliana. « Dis-moi, que veux-tu ?» La fille sourit un peu perdue. « Je veux une poire. » Jenny se tourna vers ceux qui étaient debout près de la porte. « S'il vous plaît, fermez la porte et trouvez une poire. Et ne venez pas avant que je ne sorte moi-même. » Elle sortit 20 minutes plus tard. Jenny était pâle, et elle vacillait légèrement. Ils ont apporté la poire. Tina lui tendit la poire dans un sac. « Tenez, Marcus partit la chercher. »« Je vais la prendre, » dit Jenny en levant la main. « Tu ne peux pas. »« Pourquoi ? » ?»« Tant que tu es dans les parages, Juliana ne guérira pas. Il y a trop de noir en toi. Si tu veux la renvoyer dans l'au-delà, vas-y. » Marcus regarda avec surprise la porte partiellement ouverte de la chambre. Les médecins s'affairaient autour de Juliana. Ils lui branchaient quelque chose et préparaient des perfusions. Juliana était consciente, répondant aux questions des médecins. Il se tourna vers Jenny. « Comment tu te sens ? » « Bien. »« Nous allons nous marier, » sourit Jenny avec lassitude. « Eh bien, tu ne te sens pas bien. » « C'est bon. Je ne veux pas manquer mon propre mariage. » Marcus la prit dans ses bras. « Alors nous le ferons comme ça. » Il descendit presque en courant le couloir, tout le cortège le suivant. Tina resta debout au milieu du couloir. Elle regarda tristement vers la chambre. Peut-être que Jenny avait raison. Tout au long de sa vie, Tina avait utilisé les autres et quand il n'était plus nécessaire, elle les jetait simplement hors de sa vie. Cela était arrivé aussi avec sa fille. Tant que sa fille était bonne et belle, tant que Tina pouvait être fière d'elle, elle la soutenait de toutes les manières. Mais ensuite, lorsque Juliana tomba malade et que sa fille, désespérée après avoir visité tous les médecins, commença à boire de l'alcool, Tina lui retira tout simplement ses droits parentaux et lui interdit de s'approcher de sa petite fille. Sa fille cessa de boire, la supplia de lui permettre de voir Juliana, mais Tina était inflexible, une telle personne ne devrait pas être près de sa petite fille. Elle savait toujours comment manipuler les gens, les faisant habilement se sentir coupables. Maintenant, sa fille vivait quelque part à la périphérie de la ville, louait une chambre et travaillait ailleurs. Elle ne les dérangeait plus, bien que Tina sache qu'elle se tenait pendant des heures sous les fenêtres. Elle avait réussi à convaincre sa fille que tout était de sa faute. Tina remit les poires à l'infirmière. « S'il vous plaît, donnez-les à Juliane. »« Et vous ?» L'infirmière sourit. Elle était vraiment heureuse pour la fille qui s'était soudainement réveillée comme si elle voulait vivre à nouveau. « Je ne peux pas. Je dois partir en urgence. » Tina sortit dans la rue. Son cœur la piquait désagréablement, comme fatiguée. Il était probablement vraiment fatigué. Elle voulait aller plus loin, mais elle vit une silhouette familière dans le parc. Sa fille se tenait, appuyée contre un arbre, et pleurait. Tina se dirigea vers elle. La femme la vit trop tard et n'eut pas le temps de s'enfuir. « Tu restes ici ? Je m'en vais maintenant, dis-moi simplement comment va Juliane ? » Va vers elle. Elle s'ennuyait toujours de toi. Maman. Tais-toi. Tina sortit un trousseau de clés de son sac et en sépara une. Tenez, c'est pour l'appartement. Rentrez chez vous. Juliane aura besoin de votre aide. Elle se dirigea vers la sortie. Tina savait qu'elle n'arriverait pas chez elle, c'était ce que Madame Clark lui avait dit. Personne ne l'a vue, mais Tina a vu que Madame Clark se tenait à côté de Jenny quand elle était avec sa petite fille. La fille rentra chez elle le soir. Tina était étendue sur son lit avec de l'argent, des documents et une note disant « Pardonnez-moi pour tout » sur la table. Les médecins ont confirmé que son cœur s'était arrêté. L'âge plus les nerfs. Votre mère ne prenait pas soin d'elle-même. Une année passa. Marcus, allez, arrête de plaisanter. Décorons déjà l'arbre. Jenny riait et parlait avec difficulté.
Dès qu'il essayait de sortir avec Sandy pour enfin décorer l'arbre qui poussait dans la cour, une grêle de boules de neige tombait sur eux. Kyle et Marcus étaient bien préparés. Sandy, affaiblie par le rire, dit « Génie, trouvons une tempête de neige pour les attaquer. » Comme des petites, je le jure. Elle prit un balai, y mit un vieux chapeau en fourrure et le mit à la porte. Des boules de neige la frappèrent immédiatement, ainsi que la porte. Eh bien, c'est tout, maintenant ils vont le regretter. Sandy prit résolument Génie par la main et la conduisit. Où allons-nous? On va sortir par la fenêtre et les attaquer. Madame Barnes regardait Génie et Sandy, toutes deux habillées et riant, mais qui pourrait leur en vouloir? Tout allait si bien que personne n'avait même envie de se plaindre de la maison froide. Les femmes ramassaient des boules de neige et se glissaient silencieusement derrière leurs maris. Génie s'apprêtait à lancer une boule de neige, ses maris avaient l'air si drôles en regardant par-dessus la clôture. Mais Sandy secoua la tête et montra deux pelles à neige qui se trouvaient près de la grange. Elles soulevèrent une pile de neige sur chaque pelle et la déversèrent sur la tête de leur mari. Ils crièrent qu'ils ne s'attendaient pas à une telle trahison. Et tout le monde commença immédiatement à s'amuser. « Salut !» Ils se figèrent, se levèrent en secouant la neige. Devant eux se tenait une fille qui ressemblait un peu à Génie et une femme d'une quarantaine d'années environ. « Bonjour, veuillez nous pardonner. »« Juliana. » Génie fut la première à reconnaître la fille. La fille sourit timidement. « Voilà, ma mère m'a tout dit. Je suis venue vous remercier. Ma mère m'a dit que nous sommes sœurs avec vous. » Et là, Génie comprit. Elle n'avait jamais pensé au lien avec cette fille. Elle le ressentait immédiatement, mais elle pensait que c'était à cause de l'amitié de leur grand-mère. « Attends, donc tu es ma vraie tante ?» La femme hocha la tête. « Je ne sais pas si on peut appeler ça réel, mais oui. » Sandy prit l'initiative. « Rentrez à la maison. »« Comment es-tu venue ? En bus ? » ?»« Non, en taxi. Il m'attend là-bas. »« Voilà, libère ton taxi. » Aujourd'hui, c'est le réveillon du Nouvel An, et comme le dit ma mère, il est important de le célébrer en famille. Nous avons une grande famille chaleureuse et je pense que nous pouvons trouver de la place pour 2 membres de plus. La femme regarda Juliana, puis Génie. C'est gênant. Vous ne nous connaissez même pas. Génie se tenait entre elles, les serrant toutes les deux. Alors apprenons à nous connaître. Et pourquoi ça devrait être gênant ? Ce n'est pas de notre faute si nos grands-mères étaient bouillonnantes dans leur jeunesse. C'était un réveillon du Nouvel An comme personne ne pouvait s'en souvenir. Ils ne se sont pas couchés avant le lever du soleil. Seul Walter s'est calmé plus tôt que tout le monde, et cela seulement parce qu'il était fatigué d'ouvrir des cadeaux. Génie se blottit contre son mari. « Marcus, je t'ai dit combien je t'aime. » »« Je ne m'en souviens pas exactement. »« Tu peux répéter ?» Génie rit doucement. Pas plus tard qu'il y a peu, quand elle vivait dans un orphelinat et savait que sa grand-mère n'était plus en vie, elle ne pouvait même pas imaginer qu'une grande famille aimante l'attendait. Maintenant, elle se sentait tellement heureuse que c'était presque effrayant. Elle ferma les yeux pour ne pas faire fuir son bonheur. Marcus s'endormit très rapidement. Eux, avec Kyle et leur père, avaient bien travaillé aujourd'hui. Madame Barnes rit qu'il avait tout mangé ce qu'elle avait acheté pour les fêtes. Génie caressa la joue de son mari et ferma aussi les yeux. Elle était sûre de rêver de sa grand-mère ce soir. Et elle le fit. Madame Clark était assise sur l'herbe dans une prairie. Elle avait une couronne sur la tête, et sa grand-mère plissait les yeux avec bonheur. « Je ne viendrai plus te rendre visite. »« Pourquoi, grand-mère ? Tu vas me manquer. Tu as traversé tout ce que tu étais censé traverser. Tu as tout fait correctement, tu as fait tous les bons choix. Alors maintenant, je peux me reposer, et ne me demande pas de rester. Je suis aussi fatiguée. Tout ira bien pour toi, et je serai heureuse pour toi. » Génie se mit à pleurer. L'idée de ne plus jamais revoir sa grand-mère était si effrayante. « Pourquoi pleures-tu, Génie ? Il te reste très peu de temps. »« Pourquoi, grand-mère ? Il va se passer quelque chose ? Quelque chose de mal ? » ?»« Pas mal. Très, très bien. Au revoir, ma petite fille. »
Souviens-toi que tu dois aider les gens, mais seulement ceux qui viennent à toi avec un cœur ouvert, avec une âme ouverte. Jenny essaya de s'accrocher, de ne pas laisser partir, ne serait-ce qu'un instant de plus, mais elle n'y arriva pas. Sa grand-mère venait de disparaître. Jenny. Marcus se pencha vers elle. Tu pleures? Mauvais rêve? Jenny secoua la tête. Non, c'était un bon rêve. Alors pourquoi tu pleures? Je ne sais pas. Elle s'étira. Quelle heure est-il? Seulement 10 heures. Je dormirai bien plus, mais Walter commande déjà quelque chose dans son langage, et maman prépare la table pour le petit déjeuner. Jenny s'étira à nouveau. Oh, je dormirai bien plus, mais je dois me lever. Ils sortirent de la pièce. Sandy et Kyle étaient assis sur le canapé, bâillant plus fort que Marcus et Jenny. Madame Barnes sortit les assiettes. Oh! Vous êtes levés? Ouais. On doit tenir compagnie aux parents malheureux. Sandy posa sa tête sur l'épaule de Kyle et essaya de somnoler. Dès que Walter vit un tel désordre, il s'approcha immédiatement et ouvrit les yeux de maman. Jenny rit, puis regarda la table et pâlit. Tout le monde la fixa. Jenny, que s'est-il passé? Des oranges. Elle se couvrit la bouche de la main et sortit précipitamment de la pièce. Marcus les regarda, perplexe. Madame Barnes fut la première à sourire. Eh bien, Dieu merci. Ensuite, Sandy sourit et Kyle sourit. Tout le monde arrêta de bâiller. Marcus les regarda avec perplexité. Je ne comprends pas. Pourquoi êtes-vous soudainement si heureux? Parce que Jenny ne se sent pas bien? Est-ce si amusant? La porte s'ouvrit, et Juliana et maman entrèrent dans la pièce. Maman demanda immédiatement, et quand es-tu prévu? Marcus devait être vu quand tout le monde riait autour de lui. Il sortit de la pièce pour retrouver Jenny et lui poser une seule question. Jenny était assise dehors, enveloppée dans une couverture chaude. Elle regardait le soleil et plissait les yeux. Il s'assit à côté d'elle. Jenny, qu'était-ce que c'était? Elle sourit en silence. Marcus soupira. Je vais tuer quelqu'un tout de suite. Tout le monde rit, sourit, se réjouit. Seul moi, je ne comprends rien. Jenny se tourna vers lui. Nous attendons une fille. Je le sais avec certitude. Marcus la regarda, puis la serra dans ses bras. Bien sûr, il voulait crier. Peut-on vraiment se moquer de quelqu'un comme ça? Mais il devait le faire d'une manière telle qu'elle ne verrait pas ses larmes. Marcus, ne pleure pas, tout va bien. Il voulait lui demander comment elle savait qu'il pleurait, puis se souvint de qui était sa femme et qu'elle ne voyait pas nécessairement les choses. Il fit mentalement un signe de la main et dit « Mais moi, je choisis le prénom. » Jenny s'éloigna. « Et moi alors? » Eh bien, tu accouches, Marcus sourit et serra sa bien-aimée.